Cette famille est définie par une pure compétition. Le patriarche, le plus fort épéiste de l'Empire, souhaite voir lequel des membres de la famille peut prendre sa place. La compétition est féroce, mais tous les frères aînés craignent le Benjamin. Cela parce qu'il évolue à un rythme extrême. Il humilie tous ceux qui ont son âge, et le patriarche l'a déjà reconnu comme ayant un immense potentiel. Pour l'instant, aucun d'eux ne sait que ce garçon a un contrat avec un dieu des ombres et un dragon. Mais ce n'est pas le début de l'histoire. Nous devons revenir au jour de la cérémonie. Le patriarche a déclaré que celui qui choisirait le Barasata était destiné à devenir le plus grand de la famille. C'est exactement ce que notre garçon a fait. Quand il n'était encore qu'un bébé, il a choisi le chemin parfait. Pendant un temps, il était sûr que sa vie était définie, mais ce n'était pas vrai. Au fil du temps, il a découvert qu'en réalité, il était un perdant sans talent. Les frères d'Itona riaient chaque fois qu'ils le voyaient s'entraîner. Il était nul avec l'épée. Comme la famille était fière de la compétition, il était constamment humilié. Même en s'entraînant avec une intense concentration pendant des années, il croyait qu'un jour la famille reconnaîtrait ses efforts. Pour son 25e anniversaire, il fut banni de la famille. On lui a dit qu'il avait seulement été épargné de la mort parce qu'il avait vraiment essayé. Mais il était devenu une honte pour tous. Isolé, il erra vers une autre ville où il rencontra sa maîtresse. Avec elle, il découvrit deux choses cruciales. Il possédait un talent fou pour la magie, quelque chose qu'il n'avait jamais réalisé parce que la magie était strictement interdite dans la famille d'Escrime. Et il avait une malédiction qui réprimait ses capacités avec l'épée. Après avoir levé la malédiction, il sentit ses bras plus légers que jamais. Enfin, il pourrait devenir un véritable épéiste et défier toute la famille. Mais le même jour où il fit cette découverte, il se réveilla complètement enfoui sous les décombres. Quelque chose s'était passé pendant son sommeil. Il ne pouvait pas croire qu'au moment où il avait enfin une chance, cela se produisait. Cependant, lorsqu'il ouvrit à nouveau les yeux, il était de retour au moment où il avait choisi le Barasata. Maintenant, il pouvait enfin rivaliser avec tous ses frères pour le titre de plus fort de la famille. Il prend l'épée, recevant les éloges de sa famille. Cette fois, il l'a choisi de son plein gré. 6 ans après avoir choisi le Barasata, le garçon ne parvient toujours pas à atteindre l'étagère la plus haute. Il est bloqué dans le château tempétueux. Il lui reste encore 3 ans avant de pouvoir sortir. Il se sent coincé. Soudain, une servante est horrifiée de trouver un oiseau mort dans sa chambre. Jin comprend rapidement ce qui se passe. Seules 2 personnes feraient quelque chose d'aussi cruel. Ses frères, avec des sourires sarcastiques, qui ont tué l'oiseau juste pour se moquer de lui. Daytona Runkondel a 9 ans, et le gamin aux cheveux blancs à ses côtés est Raytona Runkondel, du même âge. Pendant qu'il rit à propos de l'oiseau, Jin se sent dégoûté. Dans sa première vie, ces deux-là étaient devenus des meurtriers. Même enfants, ils avaient tué un oiseau sans défense juste pour se moquer de leur frère. Ces deux-là n'ont aucune limite. Ils essayent juste de le provoquer, en se moquant de lui pour ne pas avoir utilisé le Barasata. Il se prépare à répondre, mais Hayato s'élance en premier. Jin bloque le coup, jusqu'à ce qu'Hayato se fige, car le protagoniste ne tient plus la défensive. Il répond par un coup puissant au visage. Puis, Jin inflige une sévère raclée à Hayato, sans même utiliser sa force totale. Il maîtrise ses 2 frères et les avertit de rester hors de son chemin. Kang apparaît, choqué qu'il ait battu les 2. Il dit calmement qu'il s'attaquait. Cela explique pourquoi ils se trouvent dans un tel état, ou, du moins, c'est l'histoire. Pourtant, Kan veut les emmener chez un médecin. Le protagoniste refuse. À la place, il ordonne qu'on les emmène ailleurs. Il les abandonne dans une forte tempête. C'est sévère, mais Jin croit qu'ils doivent apprendre qu'il y a des conséquences. Kan n'est pas en position de remettre en question l'ordre du jeune maître. Alors, il ressent quelque chose d'étrange. Une aura sombre émanant de Jin. Kan se demande s'il a utilisé de la mana, et il réalise que Jin a mis ses frères en difficulté. Alors, Kan décide de le rapporter au patriarche. De retour au château tempétueux, Jin remarque que le rapport est en cours. Il sait que Kan dit tout au patriarche. Cela signifie que Kan a probablement ressenti la force des ombres, le pouvoir qu'il a obtenu du dieu des ombres. Cela signifie aussi que, même dans cette seconde vie, ce pouvoir sombre est toujours actif. Il le protège de la malédiction qui a ruiné sa première vie. Maintenant, que la malédiction est levée, l'histoire a changé. Le protagoniste ne sera plus connu comme le pire épéiste. Cela, en soi, le rend heureux. Son prochain problème est d'affronter son père, le patriarche. Après avoir entendu le rapport de Kan, le patriarche ordonne que les porteurs de drapeaux soient convoqués. Il décide de retrouver son fils. 200 chevaliers Roncandel se préparent également. Alors, le légendaire chef de la famille Roncandel revient au château tempétueux. Mary Roncandel est surprise par l'ordre soudain de se rassembler. Diffus Roncandel, un autre porteur de drapeau, n'a pas non plus idée de ce qui se passe. Ils étaient en pleine bataille lorsqu'ils ont été rappelés. Pédifosi demande si Jin est la raison. Aucun d'eux ne comprend pourquoi le patriarche a besoin de le voir. De retour au château Storm, une servante dit à Jin que son père est arrivé. Le garçon se demande ce que Kan lui a dit. Très probablement, son père veut connaître le pouvoir qu'il a utilisé. Ce n'est ni de la mana, ni de l'aura.
Cette rencontre est importante car elle décidera si le pouvoir du protagoniste peut aider le clan. Le patriarche arrive avec ses chevaliers, brandissant sa lame. Son premier ordre est d'amener Raytona et Daytona devant lui. Une fois qu'ils sont là, il demande ce qu'ils ont fait de mal. Les frères agissent avec arrogance, affirmant qu'ils n'ont rien fait. Ils disent que Jin a attaqué avec un pouvoir étrange, comme de la magie. Ils essaient clairement d'incriminer leur frère, mais cette astuce faible ne trompe pas le patriarche. Il répond avec des mots froids, disant que des garçons avec des esprits si faibles ne dureront pas dans le clan. Alors, il ordonne que Jin soit amené. Kan se met devant son père, Kiron Ronkandel, le chef de la famille et le plus fort de tous. Il est si puissant que les gens le voient comme un chevalier stellaire divin, presque un demi-dieu. Après avoir atteint ce niveau, les sentiments humains de Kiron sont devenus opaques. La seule chose qui l'anime encore est la force et l'avenir de son clan. Dans sa première vie, Jin ne signifiait rien pour lui. À l'époque, Jin n'avait rien à montrer. Maintenant, il entre avec confiance, sachant qu'il ne peut plus être sous-estimé. Les porteurs de drapeaux observent alors qu'il s'agenouille devant son père. Kiron demande pourquoi le protagoniste l'a appelé patriarche plutôt que père. Jin dit qu'il semblait juste de montrer du respect. Alors, Kiron lui pose la même question qu'il a posée aux deux autres. Kan serre le poing et dit que la seule erreur qu'ils ont commise a été de chercher à se venger de manière inappropriée. Il répète la règle de Ronkandel, toujours rendre l'appareil, peu importe qui est l'autre personne. Après avoir entendu cela, Kiron ordonne aux chevaliers et porteurs de drapeaux de sortir. Ils sont choqués d'apprendre que Jin a passé son test. Mary est impressionnée que son frère cadet ait réussi à avoir une conversation privée avec leur père et la porte se ferme derrière eux. Maintenant, Kiron aborde le véritable problème, la magie. Il rappelle à Jin que la magie nuit à la croissance d'un épéiste et lui demande d'où vient ce pouvoir. Si la réponse est mana, la punition viendra. Jin sait que dire qu'il vient du dieu des ombres serait dangereux. Alors il affirme qu'il ne comprend pas totalement et montre à son père un petit morceau de ce pouvoir. Alors vient le retournement. Ce même pouvoir a appartenu, une fois, au patriarche fondateur de son clan. Kiron reconnaît immédiatement la force des ombres. Il est surpris que le protagoniste puisse utiliser non seulement Barazata, mais aussi la force des ombres. Cela fait se demander si Jin est vraiment destiné à devenir le prochain patriarche. Apparemment, Kairo sait déjà à propos du dieu des ombres. Il explique que Sudrey a autrefois passé un contrat avec Tamar Runkendal, le premier patriarche du clan. Ce lien a aidé la famille à croître. Après la mort de Tamar, le dieu des ombres n'a jamais choisi un autre Runkendal jusqu'à ce que Makness gagne la force des ombres. Il demande alors à son père quelque chose d'important. Il veut savoir si le dieu des ombres est plus fort que lui. Kairon hésite. Il dit qu'il ne peut pas en être sûr. Il n'a jamais combattu un dieu. Malgré tout, il parle avec le calme que seul l'homme le plus fort du monde pourrait avoir. Kairon aime la question et donne une tape dans le dos à Jin, fier de lui. Il demande comment le protagoniste compte utiliser ce pouvoir. Jin répond qu'il l'utilisera pour l'avenir du clan. Kairon rit sur le coup. Il réalise que son fils ment. Il sait que son fils est implacable. Jin a frappé ses frères et les a laissés souffrir sous la tempête. Cette réponse était clairement fausse. Cette fois, le protagoniste répond honnêtement. Il utilisera la force des ombres pour lui-même. Kairon ne se fâche pas. Au lieu de cela, il fait l'éloge de la réponse et dit qu'il continuera à observer. À partir de maintenant, il observe que la réunion se termine. Il est fatigué, mais fier de la façon dont tout s'est passé. Il n'a plus besoin de cacher son pouvoir. Alors, c'est une vraie victoire. Il se souvient de la façon dont il se sentait invisible dans sa vie passée. Maintenant, les choses commencent enfin à changer. La nuit, sa sœur aînée, Mary, apporte un cadeau spécial. Elle prépare aussi un repas comme cadeau d'adieu. Jin ne se souvient pas qu'elle a été si gentille. Quand il ouvre la boîte, il trouve à l'intérieur un cœur ardent de phénix. C'est un cadeau inhabituel pour un enfant de 7 ans. Mais c'est ainsi que Mary est. Elle est une porteuse de drapeaux et une chevalière à 6 étoiles, redoutée comme la femme folle du Sud. Le cadeau est sa façon de lui dire de devenir plus fort rapidement et de la défier un jour. Manger un cœur de phénix est un grand coup de pouce. Cela donne une immunité totale au feu et aide à la croissance. Jin commence à se demander s'il pourrait devenir assez fort pour invoquer un phénix un jour. Puis Dee lui apporte la soupe. Avant que Jin puisse manger, ses deux frères arrogants commencent à la regarder. Ils veulent aussi un peu, mais ils sont trop fiers pour simplement demander. Le protagoniste leur propose un marché. Ils peuvent en avoir un peu s'ils lui rendent un service. Ce service est horrible. Raytona et Daytona doivent creuser un endroit pour trouver quelque chose, mais ils sont assez désespérés pour la soupe pour le faire. Enfouie sous le sol se trouve une caméra cachée abritant une figure enveloppée dans l'obscurité. Après beaucoup de creusements, les deux finissant enfin. Ils reviennent épuisés et sont prêts pour la récompense. Mais Jin a déjà presque tout mangé. Il ne leur laisse qu'une cuillère. Un coup brutal. Ses frères sont furieux à cause de cette astuce bon marché. Puis Max se dirige vers le trou qu'ils ont creusé. Il est satisfait du résultat et pense qu'un simple sort devrait briser le reste.
Il est heureux de pouvoir enfin utiliser sa mana à nouveau. Avec cela, il détruit le mur creux. Derrière se trouve la bibliothèque secrète du clan Encantel. Dans sa vie passée, cet endroit était caché de lui. Il y a un code d'accès pour entrer. Jin dit avec confiance la phrase pour apaiser Akan. La porte s'ouvre. C'est ici que le clan Runkendal gardait les reliques des ennemis vaincus. Seuls les porteurs de drapeaux étaient autorisés à l'intérieur. Dans sa vie antérieure, il a appris cette phrase avec Dicfus. Maintenant, ce savoir l'aide, mais même Jin est ébloui en voyant une figure sombre scellée dans une capsule. La peau écailleuse le fait se demander si ce n'est pas humain. Puis il réalise, c'est Murikan, le dragon de l'ombre. Selon la légende, le premier patriarche a vaincu le dragon et l'a plongé dans un sommeil profond. Face à cette légende, Jin commence à chercher des livres anciens. Dès qu'il les trouve, il commence à étudier les secrets du clan Kongan. L'écriture est très difficile pour lui. Retirer les livres serait risqué. Alors, il décide de les copier à la main chaque jour. Il étudie chez lui et copie des textes à la bibliothèque. Puis, un jour, les choses changent. Quelqu'un d'autre vient à la bibliothèque à une heure étrange. C'est Morakaon. Tout à coup, réveillé, Jin essaie de rester calme. Le dragon doit être un allié du clan. Il parle poliment et l'appelle dragon. Mais cela ne fait que faire perdre son calme à Morakaon. Il crie après lui. Morakaon est furieux d'avoir été réduit à un gardien des Runkendel. Il marmonne sur ce qu'il est devenu. La seule raison pour laquelle il s'est réveillé est qu'il a ressenti quelque chose chez Jin. Morakaon est choqué de trouver des indices de la force sombre en lui. Il dit que seul le contractant de Souderé pourrait avoir cette odeur. Ensuite, il décide de le tester et montre son pouvoir. Le dragon balbutie et, ensuite, s'évanouit de défaite. Il est dévasté de découvrir que le nouveau contractant n'est qu'un petit enfant. Murkan explique tristement qu'un jour, il a fait une promesse au dieu des ombres. À cause de cela, son partenaire est, apparemment, Jin. Il dit qu'il expliquera le reste plus tard. Pour l'instant, il donne au garçon une introduction appropriée en révélant sa véritable forme. Murkan est un serviteur du dieu des ombres et le dernier descendant des ombres. Il a prêté un serment il y a 1000 ans. Maintenant, il doit s'associer au protagoniste, puisque ce dernier est le contractant de Souderé. MC se présente comme le plus jeune Runkendel et salue le dragon légendaire. La montagne qui abrite le château orageux a été nommée en l'honneur de Morgan. Il a gouverné ces terres pendant des âges, avant de perdre face au premier patriarche Runkendel. Ainsi, ils n'ont jamais été de véritables ennemis. Quiconque choisi par un dieu doit avoir un dragon gardien. C'est pourquoi les gens se demandaient toujours où était passé le dragon sombre. Ils n'ont jamais su qu'il dormait ici. Jin commence à penser que Murkan pourrait être son dragon gardien. Maintenant que le dragon s'est réveillé sous forme humaine, Murkan peut lui parler et répondre à certaines de ses questions. Pendant des mois, après le réveil de Murkan, il continuait à revenir à la bibliothèque. Il voulait savoir pourquoi Tamer, Runkendel et Murkan s'étaient battus. Mais le dragon ne se rappelle pas de la véritable raison. Ce qui l'importe vraiment maintenant, c'est le gâteau aux fraises. Jin lui dit qu'il a fait des copies des livres de la bibliothèque. Il ne comprend toujours pas la plupart d'entre eux, mais Murkan est impressionné qu'il ait continué, alors que la plupart des enfants auraient abandonné. Le protagoniste dit qu'il est juste moyen pour un Runkendel. Il a beaucoup de frères et sœurs plus âgés et des parents incroyables. Il veut tous les surpasser. Ensuite, il demande combien Tamer Runkendel comprenait à cet âge-là, sachant que Tamer devait être l'homme le plus fort de l'histoire. Jin veut savoir à quel point il est en retard. Murkan dit qu'à cet âge, même Tamer ne comprenait pas une seule ligne. Tamer n'est pas devenu fort en lisant des livres. Il précise que MC a un talent incroyable, tout comme le premier patriarche. Il se demande s'il égalera un jour la puissance de Tamer. Rakan dit qu'il doit continuer à s'entraîner. Avec le temps, il pourrait même surpasser le patriarche fondateur. Pour l'encourager, Rakan dit que l'autre nom de Souderé, le dieu des ombres, est aussi appelé Solder à l'infini, car son pouvoir n'a pas de limite. Cela signifie que le pouvoir de Jin pourrait aussi avoir un potentiel incroyable pour l'aider à avancer. Murkan décide de lui enseigner une nouvelle compétence, la libération de la force sombre. C'est un mouvement clé pour quiconque utilise la force sombre, mais c'est dangereux. Alors, Murkan l'avertit d'apprendre avec précaution. D'abord, Murkan dit qu'il doit libérer sa mana. Jin ne comprend pas, alors Murkan explique que la libération de la force sombre dépend de 2 principes de base, la libération de mana et le transfert de mana. En général, il faut au moins 3 ans pour maîtriser cela, et Murkan refuse d'enseigner des mouvements avancés avant les 2 bases. Alors, le protagoniste est complètement choqué. Il a libéré une onde de mana parfaite. Honnêtement, ça ressemblait à un Rasengan. D'une manière ou d'une autre, il réussit aussi à utiliser le transfert de mana. Murkan est étourdi. Ce petit gars est un génie. Comme Jin remplit les 2 conditions, il est prêt à enseigner la libération de la force de l'ombre. Chaque ombre vient du pouvoir de Soldareth. Soldareth est le véritable maître, tandis que le MC est le seul engagé. Les ombres commencent à remplir la bibliothèque.
Pendant que Murkan dit qu'il pourrait aussi devenir leur maître, Jin est émerveillé par l'affichage complet de ce pouvoir. Alors, l'histoire change pour Luna. Elle est proche de terminer sa mission. Elle calcule qu'il lui faudra encore 4 mois à se tenir debout parmi des monstres morts. Luna se demande quel genre de cadeau son petit frère aimerait. 6 mois après que Murkan s'est réveillé, Raytona et Daytona ont quitté le château. En atteignant la majorité, ça laisse Jin. Il reçoit un gâteau d'anniversaire de Gil pour son 9e anniversaire. Il veut que tout le monde partage. Mais alors, Kong arrive. Soudainement, avec des nouvelles, Luna est venue le voir personnellement. En tant que première porte-bannière du clan, elle est la plus âgée et l'une des meilleures chevalières. Mais, contrairement aux autres, elle n'a pas l'intention de devenir patriarche. Dans sa vie passée, Luna a maltraité le protagoniste comme une famille. Par conséquent, sa visite soudaine semble étrange. Il se demande si quelque chose s'est passé dans le clan ou, pire, si elle a découvert ses voyages secrets à la bibliothèque. Mais Luna le caresse doucement et le traite avec une bonté inhabituelle. Le MC dit qu'il a l'impression qu'elle fait attention autour de lui. Luna pense qu'il croit qu'ils sont ennemis, qu'elle ne le voit que comme un rival pour le trône. Cette pensée la frustre clairement. Luna essaie de réconforter son petit frère. Elle s'agenouille, s'excuse, et il montre un respect sincère. Elle demande aussi à lui parler en privé. Il est déconcerté, mais sourit et l'accompagne. Dès qu'ils sont seuls, Luna dit qu'elle est revenue en courant parce que cela compte beaucoup. Depuis qu'il a commencé à se distinguer, les autres frères ont été à l'affût de lui. Cela signifie qu'il pourrait agir contre lui dès qu'il quittera le Storm Castle. La sœur qui se sentait si distante admet qu'elle a peur que le protagoniste perde son bonheur dans les jeux de pouvoir peu scrupuleux de la famille. Elle dit qu'elle déteste les traditions erronées du clan. Kendall, en entendant cela, Jin comprend enfin pourquoi Luna a renoncé à devenir patriarche dans sa vie passée. Bien qu'elle n'ait jamais dit cela, il se demande si l'ancien de lui ne valait tout simplement pas ses mots. Pourtant, il est clair que Luna s'inquiète réellement que ses frères puissent venir après lui bientôt. Le MC donne sa réponse. Il dit qu'il ne reculera pas dans le combat contre ses frères. Luna clarifie qu'elle ne dit pas cela pour elle-même. Il le sait et révèle que quelqu'un a déjà essayé de l'assassiner une fois. Cela la choque. La fureur explose du pouvoir de Luna en pensant à quelqu'un essayant de tuer son frère au Storm Castle. Elle exige de savoir qui a fait cela. Il dit qu'il ne sait pas et que pour l'instant, il est en sécurité. Il se sent heureux de savoir qu'au moins un frère se soucie vraiment de lui. Luna tire le protagoniste dans ses bras et s'excuse pour les règles cruelles de la famille liées au nom ronquant d'elle. Accueilli, le MC réalise qu'il n'a jamais connu ce côté d'elle. Pour gâcher son anniversaire, Luna lui fait un cadeau. C'est un pendentif bleu. Elle lui dit de se retourner. Le collier peut appeler Luna pour lui une fois s'il est cassé. Elle veut qu'il le porte chaque fois qu'il est en danger réel. Luna lui souhaite un joyeux anniversaire. Les deux partagent une petite célébration chaleureuse, mais elle doit vite retourner au travail. Après avoir dit au revoir, elle s'en va. Plus tard, Jin emporte le collier à la bibliothèque. Murikon est stupéfait car le pendentif est inestimable. Autrefois, il appartenait au roi des bêtes démoniaques, un trésor pour lequel des gens sont morts en essayant de l'obtenir. Il protège le porteur des sorts plus faibles et augmente également sa propre magie. Jin lui dit que Luna lui a donné cela, ce qui le choque encore plus. C'est réaliser que Luna a probablement déjà senti la présence de Muriko. Pourtant, elle ne rapportera pas cela au clan parce qu'elle se soucie de son petit frère. Luna sait clairement que quelque chose se passe entre lui et Murikan choisit de lui faire confiance et de le soutenir, peu importe ce qui arrive. Jin, un jour, pensait que ses 10 premières années au château seraient ennuyeuses et vides. Mais, en si peu de temps, il a tant appris, gagné des cadeaux précieux et grandi grâce aux liens avec des personnes qui comptaient vraiment. Son moi passé rêvait de choses comme cela. Enfin, le jour tant attendu est arrivé. Le protagoniste a eu 10 ans. Il s'est entraîné avec Com, se préparant à quitter le château. La force de Jin à cet âge impressionna le chevalier gardien. Il comprit pourquoi le patriarche gardait un œil sur le plus jeune enfant. Le MC attira également l'attention d'un instructeur qui évaluait si Com était digne de l'enseigner. Lorsque l'entraînement fut terminé, Com s'inclina devant le garçon. Il pouvait seulement l'enseigner jusqu'à ce qu'il quitte le Storm Castle. Il prévoyait de répondre à toutes les attentes. Maintenant, le protagoniste se sent presque immunisé au feu. Cela grâce au cœur de phénix que Marie lui avait donné. Il est enthousiasmé, car son pouvoir commence enfin à se manifester. Bientôt, il absorbera complètement la force du phénix. Shin quitte le Storm Castle demain. Dilly remarque ses livres et il lui demande de les emballer pour plus tard. Comme toujours, il demande une tarte aux fraises. Puis il sort à une heure convenue pour visiter la bibliothèque secrète et rencontrer Murikan. Le dragon noir attendait ce jour. Le MC demande comment ils vont rester en contact, mais Murikan ignore la question, comme si cela n'avait pas d'importance. Bien qu'il soit beaucoup plus faible qu'avant, Murikan dit que sa force reviendra au fur et à mesure que Jin deviendra plus fort. En tant que dragon gardien, il veut que le garçon grandisse et devienne quelqu'un comme Tamerun Kendall. Ensuite, il questionne sur le passé du clan Soder. On lui a un jour raconté que le clan Runcrandle était autrefois des épéistes.
Le premier patriarche était le plus grand épéiste de l'histoire. Maintenant, cette vérité s'est estompée en mythe. Car le clan ne valorise que la maîtrise de l'épée. Murican explique que tout a changé à cause d'un pacte fait il y a 1000 ans. À cette époque, le clan voyait Murican comme son gardien, mais maintenant ils peuvent le haïr. Il plaisante en disant que, dans les anciens temps, Jin aurait été couvert de richesses pour l'avoir réveillé. Bien que, avec ce clan, peut-être pas. Murican lui dit de ne pas s'inquiéter. Il trouvera le protagoniste où qu'il aille. Quant à la capsule, il prévoit de laisser une illusion de lui-même, une si forte que personne ne la verra à travers. Cela ne durera pas pour toujours, car son pouvoir diminue. Mais il espère maintenir cela jusqu'à ce que le MC devienne adulte. Jin a également apporté à Murican un bonbon spécial pour célébrer. Le dragon noir s'illumine à l'idée de boire et de s'amuser. Il est même prêt à rencontrer Gil pour obtenir plus de tartes aux fraises. Alors qu'il se prépare à quitter la maison principale de sa famille, il reçoit un avertissement. La vie va devenir beaucoup plus agitée. Jill ne pourra plus le nourrir ou cuisiner tous les jours. Mais elle viendra toujours qu'il en ait besoin. Rapidement, les chevaliers gardiens, Jérôme et Rhodes, arrivent pour escorter Jin. Le voyage commence. À la fin du XVIIIe siècle, le protagoniste quitte enfin le château Storm. Il se dirige vers le jardin des épées. La neige lourde les ralentit en chemin. À cause de cela, ils ne peuvent pas utiliser un portail. La carriole s'arrête soudainement. Jérôme et Holt préviennent Jin de rester à l'intérieur. Ils sont sous attaque. Dilly reste calme, ayant confiance dans le pouvoir des prétendus chevaliers des 7 étoiles qui les protègent. Mais les ennemis sont 20 contre 1. Le MC réalise quelque chose d'important. Il dit rapidement à Dilly qu'ils doivent courir. Les chevaliers gardiens les ont trahis. Ou bien ce sont des traîtres ou des imposteurs. Si c'est vrai, la carriole est probablement piégée aussi. Dilly est furieuse et libère toute sa force pour protéger Jin. Ils échappent à peine avant que la carriole n'explose. Dilly veut prendre la responsabilité, mais il lui dit que des choses plus importantes comptent en ce moment. D'abord, les gens qui attaquent ces chevaliers pourraient être réellement de leur côté. Le protagoniste est surpris que les autres les aient laissés filer. Cela le rend encore plus soupçonneux. Les sorciers du clan Yuda, du royaume Pital, émergent. Le groupe mercenaire du roi noir est ici pour protéger les garçons. Après les avoir trouvés, le vice-capitaine Marika explique que protéger Jin est sa mission. Pendant ce temps, Jérôme et Rhodes perdent gravement. Leurs faux chevaliers des 7 étoiles sont débordés. Le groupe les accule. Un des hommes se moque, disant qu'il ne parlera pas à un serviteur, Ranking. Tel, froid comme toujours, Jin ordonne de tuer l'un pour que l'autre parle. Dilly se déplace avec une vitesse époustouflante et met un homme à terre. Ensuite, elle tranche les 2 bras du deuxième imposteur, le laissant dans une douleur insupportable, sans bras. Dilly remporte le combat et traîne l'homme jusqu'à Jin. Ils l'ont gravement sous-estimée. Elle peut être une servante, mais elle est aussi une combattante loyale des 7 étoiles. Quiconque essaie d'assassiner Mac aurait dû envoyer des combattants plus forts. L'imposteur mutilé crache un avertissement. Il dit que l'ère des Roncandelos va finir. À la surprise de tous, Jin acquiesce. Il dit que cet idiot ne se soucie que de sa propre gloire, plutôt que de l'avenir du clan. L'imposteur révèle finalement qu'il est lié au clan Zipfel, la famille sorcière qui contrôle une énorme partie du monde. Ils sont depuis longtemps rivaux des Roncandelos et ne cherchent que la maîtrise magique. Après la mort de Tamar, le clan Zipfel a forcé les Roncandelos à entrer dans un pacte qui a banni la magie et scellé le pouvoir de la famille pour toujours. Cela a fait des Zipfel les ennemis des Roncandelos pendant plus de 1000 ans. Cet imposteur n'est qu'un de leurs outils. Décidant que l'homme n'a plus de valeur, Jin laisse le reste à Gwyl. L'imposteur implore la mort, mais il l'ignore et réfléchit à pourquoi cette attaque a eu lieu. Plus que cela, il soupçonne que cela a été l'œuvre d'un extrémiste Zipfel, et non du clan dans son ensemble. Il a été trompé par le déguisement, ce qui signifie que quelqu'un d'autre a aidé à orchestrer cela. Jin remercie le vice-capitaine des chevaliers pour lui avoir sauvé la vie. Il dit qu'il va tout rapporter au clan pour que l'homme soit récompensé. Murica est abasourdie, car aucun garçon normal de 10 ans ne parle ainsi. En pensant aux mots du protagoniste, Murica commence à se demander si ce garçon a réellement l'intention de devenir le plus fort. Il dit à ses hommes de faire attention autour de Jin. Il est temps de se déplacer à nouveau. Quand on demande ce qu'il faut faire de l'imposteur, Mac dit de laisser le corps derrière comme un avertissement pour leurs alliés. Ils doivent encore marcher 2 heures jusqu'au village le plus proche. Il ne veut pas que Dilly soit tenu responsable de ce qui s'est passé. Après tout, même un chevalier de 9 étoiles aurait été trompé. Dailey se sent toujours horriblement mal. Elle s'excuse auprès de son jeune maître de la famille Roncandel. Seule sa nourrice est responsable de son éducation. Cela avait également été vrai dans sa vie précédente, mais les gens se moquaient d'elle pour être liée à un garçon jugé sans talent. Pourtant, il n'a jamais blâmé Jin. Elle a été expulsée du clan le jour même où il l'a été. Malgré tout, elle s'est excusée de lui avoir fait défaut. Elle était la seule à lui être restée loyale. Le protagoniste veut la préparer à ce qui s'en vient.
alors qu'elle continue à se blâmer. Il dit fermement qu'elle est la seule chevalière en qui il peut réellement faire confiance pour le protéger. Plus tard, Gil se souvient de la façon dont Dina l'a réprimandée. Elle réalise qu'il a seulement fait cela pour qu'elle ne se blâme pas. Cela lui donne envie de redoubler d'efforts pour lui. Bientôt, ils arrivent au village. Jin est presque certain que le transfigurateur était impliqué. Bubori Gaston, un homme connu pour utiliser le pouvoir de transformation d'un dragon à un niveau dépassant même les monstres. Cette capacité lui a permis de commettre des crimes à travers le monde. Si Bubori fait partie de tout cela, il sait que la situation peut rapidement dégénérer. Dans sa vie précédente, la fureur de Bubori n'a pris fin qu'une fois capturé. Maintenant, Jin se demande s'il doit tenter de ramener cet homme de son côté cette fois. Même après avoir failli mourir dans l'un de ses plans, épuisé, le protagoniste s'effondre sur son lit et se couvre. Quand il se réveille, Jin conclut que son entraînement brutal commence enfin à épuiser son corps. Alors, il remarque un chat agaçant à la fenêtre. Une seconde plus tard, il réalise que c'est Miracume. Le dragon s'est vraiment transformé en chat juste pour continuer à suivre Miracume. Il se fâche et recrache. Jim le laisse entrer, bien qu'il soit encore irrité. Miracume reprend sa forme originale et commence une conférence. Mais il est si maladroit qu'il frappe la table. En entendant le choc, Guile court et aperçoit l'intrus. Elle est prête à l'attaquer avant que Jim puisse expliquer quoi que ce soit. Puis Miracume se souvient que Guile a fait des tartes aux fraises pour lui. Pour lui, c'est comme trouver de l'or. Il regrette déjà tout et décide d'être honnête. Il présente Miracume comme le dragon gardien du clan. Guile se fige, puis s'excuse rapidement de l'attaquer. Ce qui attire vraiment son attention, c'est d'être appelée tarte aux fraises. Elle découvre alors que Jim a secrètement demandé qu'elle fasse des tartes pour Miracume tout ce temps. Après que le protagoniste ait tout expliqué, elle est choquée de découvrir qu'il peut utiliser de la magie et a un contrat avec le dieu des ténèbres. Même ainsi, elle le soutient. C'est pourquoi Jim lui a confié la vérité. Bien qu'il avertisse que Miracume et la source de son pouvoir doivent rester secrets, au départ, elle est prête à faire confiance au dragon gardien. Mais, après avoir vu à quel point il trébuche facilement, elle commence à douter. Plus tard, ils arrivent au portail où la fonction d'escorte de Miracume prend fin. Il dit qu'il veut voir quel type de personne Jim va devenir. Miracume demande aussi pourquoi une combattante habile comme Gil a quitté son ancien clan pour la famille Roncandel. Mais elle ne répond pas et s'en va avec lui dans le portail. Pixel et l'équipe remarquent qu'ils sont en train de servir des membres de haut rang de la famille Roncandel. Pour cette raison, ils ont des sièges de téléportation de première classe. En attendant, Guile s'inquiète de la magie de Jim, car il n'y a pas de manière crédible d'expliquer cela à la famille. Le protagoniste prévoit de cacher d'où vient son pouvoir. Alors, il remarque un noble magicien du clan Zephyr, également en première classe. L'homme montre ouvertement son dégoût, mais tout à coup, il s'intéresse au chat. Miracume répond en attaquant le noble impoli, laissant l'acteur perplexe. Jim reste calme, malgré toutes les provocations. Veredin se présente et tend la main à Jim. Il s'en souvient bien. À l'avenir, Veredin deviendrait un brillant magicien, un des principaux candidats pour diriger son clan. Même ayant du talent en magie, Jim sait qu'il ne peut pas se comparer à Veredin. Alors, il se préserve et signale que les hommes de Veredin ont presque dégainé leurs épées, ce qui aurait pu leur coûter la vie. Veredin fait un commentaire provocateur, mais Jim fait savoir qu'il ne rigole pas. Cela envoie un frisson à Veredin. Malgré cela, il conseille à Jim de ne pas provoquer de problème entre leurs deux grands clans. Il répond que ses parents sont trop importants pour commencer une guerre à cause d'une dispute entre enfants. Veredin est impressionné même, alors que Jim continue de l'attaquer verbalement. Le protagoniste lui dit enfin de se taire pour le reste du voyage. Au lieu de se fâcher, Veredin se sent attiré par lui, mais l'amitié compliquerait les choses entre leurs clans. Alors, il décide que Jim sera son rival, tandis que Jim pense que les Zephyr sont vraiment un groupe étrange. Bientôt, la téléportation commence. Juste avant le départ, Veredin dit qu'il attend avec impatience de retrouver Jim. Jim ne ressent pas la même chose et espère que cela n'arrivera jamais. Enfin, le protagoniste rentre chez lui. Petrov, un majordome de seconde classe de la famille, le salue et l'accueille au jardin des épées, la maison de la famille Roncandel. Cet endroit et tous les plus grands membres de la famille laissent leur lame derrière. Pour un Roncandel, son arme honorée est le plus grand des fiertés. Jim a aussi poursuivi ce rêve un jour, mais dans sa vie passée, la faiblesse l'a rendu fou. Maintenant, avec un esprit plus aiguisé, il croit que survivre dans cette maison sera beaucoup plus facile. Alors, Jim trouve sa mère, Rosa. Rosa est surprise par le chat qu'il a ramené. Même ainsi, le fait qu'il assume la responsabilité de l'animal est vu comme un point de fierté. Jim dit qu'il a déjà choisi un nom,
Kitty Rankdale. Ses frères détestent ça. Ils disent qu'un animal ne mérite pas son nom de famille. Rosa demande pourquoi il a donné ce nom. Jim répond que s'il revendique le chat, il doit aussi assumer la responsabilité pour lui. Même si porteur le nom Rankdale est lourd, il dit qu'il se venge de quiconque s'en prend à son animal de compagnie. Le patriarche s'amuse de la rapidité avec laquelle le garçon se fait des ennemis. Jim ajoute que ce soit de la famille ou non, il n'hésitera pas à écraser ses ennemis. Son père aime cet esprit. Il avertit les fils aînés de ne pas le sous-estimer. 4 ans passent. Il a maintenant 14 ans. Il est un chevalier à 2 étoiles. Il termine une séance d'entraînement avec Garen. Sa prochaine est avec Luna. Au lieu de manger avec sa famille, le protagoniste déjeune avec les chats apportés par Bellop. Bellop est un cadet plébéien qui pourrait être expulsé du clan bientôt. Pourtant, il reste étrangement calme. Il continue d'encenser Jim. Mas lui dit de cesser d'être si humblement exagéré. Les gens continuent à le sous-estimer à cause de ça. Il pousse Bellop à être fier de lui-même. Il est encore un cadet Run Candle. Bellop grogne. Il dit que ses notes sont les pires et ses compétences à l'épée sont horribles. Mais devenir un cadet ici est déjà impressionnant. Être considéré comme mauvais par les critères du clan est encore mieux que la plupart des gens. Jim ne comprend pas comment quelqu'un d'aussi timide pourrait devenir un ennemi dangereux à l'avenir. Il ne sait pas non plus pourquoi Bellop a fini par se suicider. C'est pourquoi il est déterminé à changer cet avenir. Il veut s'assurer que Bellop reste dans le clan. Plus tard, le protagoniste analyse son niveau actuel. Il espère atteindre 3 étoiles en escrime dans les prochaines années. En attendant, Luna change son entraînement du jour précédent. Elle demande à Jim d'imaginer l'entraînement avec l'œil de l'esprit. Pour un épéiste, l'œil de l'esprit est l'un des outils les plus puissants. C'est une forme de méditation avancée, généralement maîtrisée par des chevaliers à 7 étoiles. Jim ne comprend donc pas pourquoi il apprend cela si tôt. Comme Luna interdit aussi l'utilisation de l'aura pendant l'entraînement, il est encore plus confus quant à son objectif. Pourtant, il fait confiance à sa sœur aînée. Il se concentre davantage pour apprendre. La séance se termine enfin. Luna est impressionnée. La concentration de Jim est bien au-delà de ce qu'une personne de son niveau devrait avoir. Elle sait que c'est juste une question de temps avant qu'il ne devienne encore plus fort. Plus tard, l'histoire avance vers un test de sparring. C'est un grand jour pour Mac. S'il bat 10 cadets, il peut passer à la classe intermédiaire. Il est confiant, mais Bellop est nerveux. L'instructeur ordonne aux cadets de faire du sparring 3 fois contre différents adversaires. Ensuite, les 10 meilleurs combattants défieront Jim. Les combats commencent. Les cadets montrent des compétences solides avec l'épée. Une fois les 10 meilleurs choisis, tous les autres s'asseyent. Le protagoniste avance. Jusqu'à présent, sa meilleure série a été de 8 victoires consécutives. Celle qui l'inquiète le plus est Mesa, la cadette la plus forte. Elle attaque en premier et Jim a à peine le temps de bloquer. Il sent déjà à quel point elle est devenue plus forte depuis la dernière fois. Mais même s'il gagne, Mesa aura encore 8 adversaires après elle. Elle est confuse. Elle s'interroge sur la façon dont il utilise seulement des mouvements simples et propres, au lieu de coups spectaculaires. Puis, Mesa réalise que Masque la regarde avec mépris. Furieuse, elle se rue à nouveau vers lui et libère encore plus de pouvoir. Elle est déterminée à le vaincre. Mesa prépare son coup final, mais Jim brise son épée et gagne le combat. Elle est choquée. Il a frappé exactement au même endroit encore une fois. Il a fendu la lame jusqu'à ce qu'elle se brise. Ses forces et sa résistance étaient similaires, mais la précision de Jin a décidé du combat. Mesa promet de s'entraîner davantage et de l'impressionner la prochaine fois. Même avec 10 cadets en attente, Jin est heureux d'avoir vaincu Mesa en premier. Cela détruit la confiance des autres. Il bat ensuite le dernier cadet et complète le défi. Cela lui garantit une place dans la classe intermédiaire l'année prochaine. Il aura un entraînement réel avec un vrai instructeur, Run Candle. Même après la fin du test, Jin demande un autre combat. Il appelle Bellop par son nom. Le garçon timide refuse d'abord, mais le protagoniste l'avertit. S'il continue à agir ainsi, son temps dans le clan sera court. Massey dit clairement qu'il prévoit d'écraser Bellop dans ce combat. Avec nervosité, Bellop entre sur le champ de bataille. Il a du mal à tenir fermement son épée. Il se demande si Jin le punit. Il pense que cela devrait être une victoire facile pour lui, étant donné qu'il est fatigué d'avoir combattu 10 cadets. Malgré cela, le protagoniste croit toujours pouvoir dominer le plus faible. Il attaque alors, sans dire un mot. Bellop peine à bloquer le coup lourd et constate la défense de Jin. Impressionné, il lutte pour se maintenir, mais Mac continue de le presser sans pitié. Il le pourchasse avec force. Il avertit que le dernier coup aurait pu tuer Bellop. Ensuite, il lui donne une autre chance de se prouver. Bello Smith se relève à nouveau. Quelque chose semble bizarre. Une aura dorée l'entoure, tandis qu'il se prépare vraiment à attaquer. Mesa prévient Garen que Jin pourrait mourir ici. Le protagoniste ordonne à tous de garder cela secret. Il dit à Bello Smith d'utiliser son aura à plein pouvoir.
Bello Schmidt avance avec tout ce qu'il a. Il pense que Mec est trop fatigué pour gagner, mais Mesk bloque toujours le coup. Son épée se casse sous l'impact. Jean a toujours su que Bello Schmidt avait un talent caché, mais il ne s'était jamais imaginé que le garçon pourrait utiliser l'aura même sans l'âme. Il riposte avec un coup puissant et immobilise Bello Schmidt dans une prise d'étranglement. Puis, soudainement, il le relâche, prenant Bello Schmidt par surprise. Avec miséricorde, le protagoniste décide de parler honnêtement. Il admet qu'il n'a jamais voulu se battre ainsi avec lui. Même en ne connaissant pas beaucoup Bello Schmidt, il veut aussi qu'il devienne plus fort. La gentillesse seule ne maintiendra personne en vie dans son clan. Jean montre un côté plus doux. Il demande à Bello Schmidt de rejoindre les autres, de devenir plus fort et de protéger ceux en quoi il croit. Maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Mac va chercher à manger pour eux deux, car Bello Schmidt est généralement celui qui s'en occupe. Kieron est stupéfait de recevoir un rapport d'un chien sur la gentillesse de Jean envers Bello Schmidt. Son père est heureux qu'il se préoccupe des personnes plus faibles que lui. Heureux de sa croissance, il décide que le garçon est prêt pour sa première mission. En janvier 1795, le protagoniste finit par avoir 15 ans. Il est promu chevalier de 3 étoiles et reçoit une pause de l'entraînement en classe intermédiaire. Il commence également à utiliser de vraies épées. Ici, chaque cadet reçoit une arme sur mesure. Certains d'entre eux doivent encore forger la leur. Mac a aussi besoin d'une épée et Luna attend ce jour encore plus que lui. Elle insiste pour choisir son arme personnellement. Jean lui fait confiance et croit qu'elle choisira la bonne, jusqu'à ce qu'elle sorte ce qui ressemble à une épée surdimensionnée. Même lui est choqué. Luna dit qu'elle a utilisé ce type d'arme à son âge et qu'elle a même conçu celle-ci en particulier. C'est le prototype de son arme principale. Malgré cela, Jean a du mal à accepter. Il refuse, et Luna semble blessée après avoir vu cela. Elle décide de choisir autre chose, une arme qui lui convient mieux. Luna a passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'il devrait utiliser, depuis qu'il a choisi le balisong quand il était bébé. Elle décide que la bradamante est le meilleur choix. Prochaine étape, c'était l'arme du premier patriarche et il l'aime immédiatement, surtout parce que c'est l'un des plus grands trésors du clan. Il avait prévu de gagner cette lame un jour, donc la recevoir de Luna maintenant semble incroyable. Les deux épées fonctionnent particulièrement bien avec la Shadow Force. Le protagoniste n'aurait jamais pu la revendiquer à cause de toute la rivalité entre les frères. C'est pourquoi recevoir si facilement de Luna semble un cadeau du ciel. Luna lui dit qu'il ne lui doit rien, parce qu'elle sait qu'il garde encore sa garde haute autour d'elle. Toujours contrariée, Luna lui dit de fermer les yeux pour une autre leçon. Elle lui rappelle que les frères Rancandel se battent toujours entre eux, mais elle veut qu'ils se souviennent d'une chose. Peu importe ce qui se passe, elle est de son côté. Luna dit cela parce qu'elle sait combien la solitude peut être écrasante. Plus que tout, elle espère que Jean n'aura jamais à ressentir ce genre d'isolement. Après cela, ils retournent à l'entraînement. Quand ça se termine, Mac montre avec enthousiasme à Mercan sa nouvelle épée. Mercan ne semble pas impressionné. Il dit qu'il est encore trop inexpérimenté pour utiliser Bradamante correctement. Sans assez de force sombre, le véritable pouvoir de l'épée ne se réveillera pas. Jean sait qu'il est encore faible, mais il prévoit d'atteindre 3 étoiles dans la force sombre bientôt. L'arcan s'irrite de cette confiance. Il l'avertit que les armes sacrées de patriarches sont dangereuses à manipuler négligemment. Au lieu de 3 étoiles, il dit que le protagoniste devrait attendre 5. Mais Mac refuse d'attendre si longtemps. Il dit qu'il y parviendra d'ici l'année prochaine. Cela n'irrite que davantage Mercan. Alors, Jean prend son livre et menace de le déchirer. Heureusement, Guile arrive avec un message sur Garen. Il veut lui parler d'une mission. La plume est surprise d'apprendre que sa première mission commence dès la fin de la pause. Il est content, mais aussi confus sur pourquoi cela doit se passer si tôt. Jenna dit que les missions sont difficiles, même pour les cadets intermédiaires. Cela rend le protagoniste encore plus curieux. Il va donc demander directement à Garen. En entrant, il découvre qu'il va accomplir la mission avec 10 cadets novices. Ils travailleront en binôme et feront du renseignement à la frontière du royaume. Macron Candel, première zone, généralement trop dangereuse pour les débutants. Jean sait que ce ne sera pas facile, surtout avec des camarades si faibles. Il soupçonne que son père a eu de l'influence pour rendre la mission si rude. Un instant, il se demande même si Bello Schmidt en est une partie de la raison. Néanmoins, il est prêt à se prouver au chevalier de l'étoile divine. Il veut montrer que sa volonté ne se pliera pas. 4 jours plus tard, ils sont en mission pour sauver Samber Bill de la famille Bill. Ils montent rapidement leur camp près de la frontière avant de commencer l'opération. Chaque jour, un groupe retournera et partagera des informations avec le camp de base. En tant que leader, Dinda dit à tous de le traiter comme tel. Quiconque est blessé doit se reposer autant qu'il en a besoin. Ainsi, la mission peut réussir. Le protagoniste découvre qu'il n'y a pas de loup-garou dans la zone. Il est impressionné par la vue perçante de Bello Schmidt. Pendant ce temps, Mac
qui est le transmetteur d'informations de l'équipe, pousse la recherche vers la zone 13. Quelque chose dans la mission continue de le déranger. Son père a peut-être arrangé cela, mais tout a été presque trop facile. Il commence à se demander si son pressentiment était erroné. Au-delà de la zone 13 se trouve la terre des Halfman. C'est un endroit très dangereux pour des cadets novices. Jean veut une victoire claire, sans gaspiller de force. Alors, Bellob Schmidt arrive avec des nouvelles urgentes. Le groupe 2 a été attaqué et il se déplace immédiatement. Bellob Schmidt dit que 3 assaillants humains les ont attaqués, bien qu'il puisse y en avoir d'autres. Jean ordonne aux autres de retourner au campement. Il mène personnellement la poursuite, essayant de découvrir ce que veut l'ennemi. Beaucoup de choses n'ont pas de sens. Pourtant, le protagoniste est déterminé à se venger. Le sang sur le chemin horrifie Bellob Schmidt. Il craint que l'équipe de Maze ait été anéantie. Mac n'est pas d'accord. Il y a encore de l'espoir, car il n'y a pas de morceau de corps à proximité. Ensuite, il trouve un bandage ensanglanté et déduit que le groupe 2 a changé de route en réalisant une autre menace à proximité. Il ordonne à Hera d'aller avec Eddington et David, tandis que lui et Bellob Schmidt iront après le groupe 2. Les deux trouvent enfin le groupe 2, encore en train de combattre. Mais Macy a disparu. Dinda dit à Bellob Schmidt d'attaquer l'ennemi à gauche. Puis, il recouvre son arme de force ombre, augmentant son pouvoir. Il lance la lame et tue un attaquant instantanément. Le beau Hop Smith avance sur le deuxième homme, mais Dinah se déplace plus vite et le renverse par derrière. Ainsi, les deux ennemis sont morts. C'est alors qu'il découvre que Mace a été capturé. Il donne au dernier assaillant 2 options. Les deux se terminent par la mort. Ce jeune homme de 15 ans menace de tuer tous ceux que l'homme connaît. Terrifié pour sa famille, l'homme révèle qu'il travaille avec la faction Kanzalo. Dans la chronologie originale, ce groupe terroriste a été responsable de la mort du roi du royaume Jin Onkandel. Ils prétendent lutter pour la révolution, mais ils veulent réellement une conquête mondiale. Le protagoniste demande ce qu'il prévoit, mais l'homme, étant simplement un membre de bas niveau, sait peu de choses sur la base principale. Il révèle une autre base avec 20 artistes martiaux et magiciens. La dernière question de Mac est pourquoi Mace a été enlevé. Il découvre que l'ordre était de capturer des cadettes féminines pour des raisons politiques. Après avoir obtenu ce dont il a besoin, Jean agit rapidement et le tue. Il n'a pas l'intention d'épargner les ennemis. 1 heure s'est écoulée depuis que Mace a été emmené. Il dit aux autres de se soigner et de demander de l'aide. Pendant ce temps, il part seul à la recherche de tous les 20 ennemis. Ses compagnons s'y opposent. Ils veulent se battre à ses côtés dans une mission aussi dangereuse. Le protagoniste rejette cela. Protéger le clan est son devoir. Il a confiance en sa propre force et ne veut pas discuter de ses ordres. Il place Bellob Smith à la tête jusqu'à son retour. Puis, il part pour sauver Mace. Il espère seulement pouvoir l'atteindre à temps. Maintenant, Jean doit affronter des ennemis capables, bien supérieurs à ce qu'ils devraient être. Il est fort, mais pas assez pour les vaincre tous de face. Son véritable objectif est de sauver Mace, pas de les exterminer. Massey utilise de la magie de détection et mélange cela avec de la sensibilité au vent pour la renforcer encore plus. Cela lui permet de suivre le chemin de l'ennemi. Il continue à avancer rapidement jusqu'à ce qu'un groupe d'assaillants le surprenne. Ils sont choqués de voir qu'un cadet Runkandle peut utiliser la magie. Jean renverse l'un d'eux, mais ensuite un magicien lui attrape la main. Il coupe cet ennemi par derrière et ignore les flammes, grâce à sa résistance au feu. Le magicien passe à la magie de glace, mais cela ne fonctionne pas non plus contre ce monstre. Le sorcier est fini. Jean se demande s'il sous-estime son côté parce qu'ils sont juste des cadets novices. Il connaît les rangs Kingslow et cela lui donne de l'espoir. Mace ne sera pas blessé avant qu'il n'atteigne un officier. Cette petite chance est suffisante pour distraire l'ennemi. Il lance de la magie de feu. Pendant qu'il se concentre sur les flammes, il avance vers la prochaine étape de son plan. Il arrive à leur base et espère qu'ils feront une erreur. Bientôt, Jim voit son leader qui sait déjà que quelqu'un a causé l'incendie. Quel dommage pour lui. Le protagoniste le tue avant que les autres ne puissent s'approcher. Il prend les clés et ouvre la salle des cellules. À l'intérieur, il trouve un trapdoor et l'ouvre. C'est là qu'il trouve enfin Mace. Elle est stupéfaite de voir que Jean est arrivé jusqu'ici. Il la libère, mais alors, tout commence à trembler. Mace lui dit de la laisser sortir, car cela devient très difficile. Mac ignore cela et tire vers l'extérieur. Ensuite, il voit quelque chose d'horrible. Un Ralph Beast massacre une multitude d'ennemis. C'est le loup-garou blanc Gino. Il appelle Mace pour qu'elle ne fasse rien de téméraire. Le loup-garou demande s'il a commencé l'incendie. Le protagoniste donne son nom et dit qu'il est le fils du patriarche. Puis, il fait face à la bête. Le loup-garou est surpris de voir qu'un subordonné Runkandle est apparu ici. Des jours avant cette mission, Jean essayait de maîtriser son épée, mais Murakim ne cessait de l'interrompre. Il l'appelait fou et avertissait Mace de ne pas éveiller l'épée trop tôt et détruire son corps. Irrité, il n'a eu d'autre choix que d'arrêter. Maintenant, dans le présent, il affronte son ennemi le plus difficile jusqu'à présent, Karji Totruka. C'est un guerrier de la race des loups-garous blancs.
Ces créatures naissent pour tuer. Elles sont assez fortes pour vaincre 6 chevaliers des étoiles. Ils détestèrent le clan Runcandle parce que Tamia Runcandle a tué leur dieu. Jim est piégé. Il ne peut pas emmener Mesa en sécurité avec cette chose à ses trousses. Alors, il n'a qu'un choix, se battre. Le monstre demande si un Runcandle va l'affronter ou fuir comme un lâche. Le protagoniste dit qu'il va se battre de front. Cette réponse irrite Q de Truca, et il attaque. Il balance son énorme marteau contre Jim. Mac esquive le premier coup, mais seulement d'1 seconde. La vitesse et la puissance du monstre sont écrasantes. Il a du mal à suivre, mais il croit qu'il a encore une chance. S'il peut utiliser son arme cachée, il ne veut pas dépendre du pendentif de Luna. Il veut franchir ce mur avec sa propre force. La magie basique ne fonctionnera pas contre un loup-garou. Utiliser ses pouvoirs secrets là où d'autres peuvent remarquer est aussi dangereux. Donc, sa seule option réelle est la force sombre. Jim essaie d'éveiller l'épée parce que, s'il n'y arrive pas, il va perdre ce combat. Le monstre fait même l'éloge de la lame pour avoir tenu si longtemps. Pourtant, Jim est poussé en arrière, serrant son épée avec force. Il force son pouvoir à répondre. Alors, un éclat de lumière explose lorsque la lame s'éveille enfin, éblouissant le loup-garou. Le protagoniste attaque avec tout ce qu'il a. La bête tombe à genoux, son ventre ouvert. Mask déclare la bataille terminée et se lève en vainqueur. Mais le refus de l'épée le frappe immédiatement. C'est exactement ce que Murakinya avait averti. Des voix de son passé et des souvenirs terribles commencent à dominer son esprit. Il se rappelle qui apparaît devant lui rappelant le coup d'éveiller l'épée trop tôt. Alors que les ombres recouvrent son corps, il incite Dean à se battre ou à se perdre complètement. Il se rappelle qu'il doit libérer la force sombre, mais l'énergie noire envahissant son corps rend cela impossible. Il se force à rester calme et expulse finalement la douleur. Heureusement, il n'est pas gravement blessé, mais son corps est encore plein de force sombre. Utilisant la peu de force qui lui reste, il essaie de se lever et de sauver Mesa. Alors, il sent quelqu'un près de lui. L'homme dit rapidement qu'il n'est pas avec Kingslow. En fait, il est Samper Bill, la personne qu'ils étaient venus chercher. Jean dit qu'il a été envoyé par la famille Runcandle pour le secourir. Samper brille de bonheur après avoir sauvé Mesa. Également, le protagoniste demande comment Kingslow l'a capturé. Samper dit qu'il a connu une femme qu'il aimait, mais elle est morte il y a 2 ans. Ensuite, quand il a revu la même femme, il a été choqué. Ce piège a conduit à sa capture. Jim réalise immédiatement que c'est l'œuvre du transfigurateur, liée à Bubba, Gaston et Kingslow. Maintenant, Mac veut le trouver bientôt et découvrir ce qu'il prévoit. Il se sent toujours profondément reconnaissant pour son aide et promet de la lui rendre un jour. Enfin, la mission est accomplie. Quand le protagoniste revient, Dill le félicite. Alors, le petit chat traître mord sa main. Jean répond en lançant le petit par la fenêtre. Murakim est irrité que Mac se soit emballé et ait éveillé l'épée avant d'être prêt. Il attaque le dernier engagé du Sword Rat pour avoir risqué sa vie comme un idiot. Daly essaie d'intervenir, mais Murakim l'en empêche aussi. Jean argue qu'il ne voulait pas gaspiller son pendentif, surtout avec des ennemis plus forts à venir. Plus que cela, il veut savoir comment Murakim a remarqué l'éveil de l'épée. Murakinya explique que l'activer a fait croître sa force sombre rapidement. La surcharge de force sombre est terrifiante. 9 des 11 utilisateurs ont été écrasés par celle-ci. Seul Murakinya et le protagoniste ont survécu. Pourtant, Jean est bouleversé par la douleur qu'il a ressentie. Murakim demande soudain de la tarte aux fraises, puis fait une grimace marâtre quand elle est refusée. Pendant ce temps, la nouvelle que Mac a défait le loup-garou blanc commence à soulever des doutes. Tout le monde sait qu'il n'est qu'au niveau de 3 étoiles, donc vaincre ce monstre n'a pas de sens. Il spécule que le loup-garou a dû être plus faible que d'habitude. Mais Mill n'est pas convaincu. Les deux se tournent vers les jumeaux Tona et demandent si Jean a vraiment vaincu un monstre si fort, maintenant qu'il est dans la classe intermédiaire. Raytona et Daytona sont ceux qui sont en difficulté. Mayu et Anne ne peuvent pas s'arrêter de rire de ça. Alors, Anne fixe les jumeaux. Elle les avertit de ne pas mentir. Les frères admettent qu'ils sont terrifiés. Le protagoniste est prêt à les aider. Il utilise ses esclaves. La classe intermédiaire concerne la survie des plus forts. Seuls les cadets les plus forts, de 3 à 5 étoiles, y restent. Mayu a déjà beaucoup de ses cadets, travaillant comme ses esclaves. Ils sont prêts à les envoyer contre les problèmes d'Aytona et Daytona. Jean, de retour avec MC, a augmenté sa force sombre à 4 étoiles. Utiliser tout ce pouvoir est encore risqué. Alors, il vise à atteindre la compétence d'épée de 6 étoiles dans les prochaines années. Après cela, il veut atteindre 7 étoiles comme un véritable maître. Les épéistes les plus forts sont des chevaliers de 8 étoiles et plus. Dans un continent de 2 milliards de personnes, il n'y en a qu'environ 100. Au-delà de 10 étoiles, à un autre niveau, le poste divin du patriarche, Run représente un pouvoir proche d'un demi-dieu. C'est le sommet que Jean veut atteindre. Il désire atteindre le niveau d'étoile divine et surpasser son père. Mais pour l'instant, son objectif est la classe intermédiaire. Les jumeaux Tony seuls seront un véritable casse-tête, sans parler du reste de leurs frères.
La classe des débutants était facile car tout le monde y était encore nouveau. La classe intermédiaire est différente. Ici, seule la force et la compétence comptent. Son objectif est simple, écraser la classe intermédiaire et laisser sa marque. Il est appelé à voir sa mère. Elle le félicite d'avoir accompli sa première mission. En même temps, son majordome lui dit que Jean a refusé de déménager dans la nouvelle chambre. Cette chambre spéciale est destinée à quelqu'un qui pourrait devenir patriarche. Comme elle est vide, elle l'offre au protagoniste. Il refuse, car pour lui, ce n'est qu'une chambre. Il ne se soucie pas des grands espaces. Il dit que ce qu'il a maintenant est suffisant. En entendant cela, Rosa le renvoie. Elle n'est pas encore sûre si le garçon déborde d'ambition ou s'il ne souhaite rien. Si Jean avait accepté, il aurait gagné un fort soutien. Mais il serait aussi devenu une cible plus grande pour ses frères. L'offre était un test, et il a réussi. Ensuite, MC avertit les cadets débutants sur les factions liées à la classe intermédiaire. Comme ils seront vus comme faisant partie de son camp, ils feront face à de la pression et du harcèlement. Mais il n'a pas l'intention de rester là. Il veut dominer la classe intermédiaire immédiatement. Pour l'instant, il leur dit de rester vigilants et de ne jamais être seuls. Le lendemain, Zedrun Candle, un chevalier de 8 étoiles et frère cadet du patriarche, fait un discours pour les cadets entrant dans la classe intermédiaire. Il les avertit que, dès qu'ils entreront, ils devront faire face à d'énormes conflits. Il est là uniquement pour juger de leur maîtrise de l'épée. Il crie la règle brutale du clan. Seule la force compte et les faibles sont éliminés. Jean réalise que c'est pour effrayer les nouveaux cadets. Puis, il aperçoit les jumeaux Tony et un autre, combattant à l'apparence étrange à leur côté. Il déduit rapidement qu'Anne et Mayu sont probablement derrière ce stratagème pour mettre la pression sur les novices. Mesa observe Jean alors qu'il marche droit vers les jumeaux. Il dégaine son épée et frappe l'homme à côté d'eux. Tous restent perplexes quand le bras de l'homme se détache. Le protagoniste fait comprendre qu'il est celui qui contrôle la situation, pas eux. Quand on lui demande qui il est, le cadet donne son nom, Cadium Romero. Les jumeaux Tony essaient d'intervenir, mais Jean les avertit de contrôler leur langue. L'un d'eux explose et dit que le cadet appartient à leur faction. C'est exactement ce que MC voulait. Alors, il les provoque davantage, disant qu'il a coupé le bras pour une raison futile. La guerre entre les frères Run Candle a commencé officiellement. Zed réalise que le piège des jumeaux vient de rater. Maintenant que Kayjoy est lié à leur faction, l'attaque de Jean ne semble plus être une erreur égoïste. Cela compte comme la guerre des postes, une tradition Run Candle. Là, il crie son nom pour que tout le monde l'entende. Et il prévient la classe intermédiaire qu'il coupera quiconque se mettra contre lui. Mais ce mouvement audacieux le met également face à un chevalier à 8 étoiles. Son oncle Zed est furieux. Jim Run Candle déclare qu'il conteste la décision de Jed. Le chevalier offensé invoque son arme. Il avertit que si la raison du protagoniste n'est pas suffisamment valable, il le tuera. Le masque répond que Jed commande la classe intermédiaire. Alors, il aurait dû remarquer l'attaque immédiatement, dit Santin. Entendant cela, Jed pousse sa lame vers le visage du Mac et le coupe légèrement, comme un avertissement. Le Mac dit calmement qu'il n'est pas offensé. Il ajoute qu'il n'a pas défié Jed directement parce qu'il savait qu'il perdrait. Sinon, il aurait attaqué dès le début. Jad dit qu'il n'a pas de problème à couper même le fils du patriarche. Il admet que Jad est beaucoup plus fort. Mais un Run Candle ne recule jamais quand l'honneur est en jeu. Jad rit, mais apprécie la réponse. Il accepte sa place dans le clan et l'utilise comme exemple de ce qu'un vrai Run Candle doit être. Ensuite, la session se termine. En sortant, Jim donne aux jumeaux Tony un dernier avertissement. Le jour viendra où ils le craindront plus que leurs frères aînés. Plus tard, de retour dans sa chambre avec Marrakech, le protagoniste Run Candle explique la guerre des postes à Guile. Il est sûr que Mayo et Anne tirent les ficelles derrière ce conflit. Le cadet que Jean a coupé était celui qui a dépassé les limites, et cet homme appartenait auparavant à la faction d'Anne avant de rejoindre les jumeaux. Cela ne devrait pas arriver. Les chefs d'une faction ne doivent pas être plus faibles que leurs membres. Jill ne peut pas comprendre ce qu'Anne et Mayo préparent, mais le Mac ne se soucie pas d'être traité comme un ennemi. Être vu comme un rival l'aide en réalité. Ils peuvent utiliser leur pouvoir pour compliquer ses missions et tenter de l'amener à échouer. Pourtant, il n'y a pas grand-chose de plus qu'ils peuvent faire s'il parvient à gérer les menaces une mission à la fois. C'est exactement son plan. Comme les missions difficiles arrivent de toute façon, il les utilisera pour accumuler des victoires et devenir plus fort. Billy suggère d'emmener Merson avec eux pour plus de sécurité, mais Jean dit qu'il a un autre travail pour lui. Le lendemain, lui et les jumeaux Tona rencontrent leur oncle et entendent parler de l'entraînement spécial donné aux héritiers de sang pur du complexe. Ce sera brutal, mais c'est pour les façonner en véritables membres du clan. L'escrime de voile de l'anneau ne suit pas de règles normales. Ils utilisent des techniques spéciales que seuls les porteurs de bannières peuvent apprendre. Ce style étrange est ce qui les rend différents des autres clans. Jim conclut que c'est parce que le corps de la voile de l'anneau est différent par nature. Leur lignée sanguine leur donne un don naturel pour l'épée. Ils naissent simplement avec ce talent. Par conséquent, cet entraînement se concentre sur les bases. Leur tâche est simple, tenir une balle d'acier. Le protagoniste ressent immédiatement qu'il y a quelque chose de bizarre à cela.
Ces balles sont appelées pierres chantantes. Elles émettent différents sons selon l'impact. Jed prouve cela avec un son fort qui résonne dans ses oreilles. Quand il frappe à nouveau, le son change pour devenir une belle tonalité. Le résultat dépend de la force utilisée. Leur objectif est de frapper la pierre avec précision et de produire ce son clair et beau à chaque fois. Jim voit rapidement pourquoi cela fonctionne si bien pour les voiles de l'anneau. Pourtant, cela semble très basique pour être considéré comme une méthode d'entraînement secrète. Ensuite, le Jedi passe au troisième et dernier son. Le Mac observe de près, mais au moment où la lame touche, il pressent ce qui est sur le point d'arriver. Il pousse ses frères loin alors que la pierre se brise. Les jumeaux Tona sont abasourdis. Pendant ce temps, Jed est impressionné que Jin ait remarqué cela à temps. Jed explique qu'une pierre chantante explose si elle est frappée avec trop de force. Par conséquent, cet entraînement peut leur coûter la vie. Tous leurs frères aînés sont passés par là. Ils demandent comment Luna a évité cela. Jade répond qu'elle n'a rien évité. Elle a simplement affronté l'explosion de front. Sa défense était si forte qu'elle ne l'a pas blessée. Cela laisse les trois garçons sans voix. Alors, Jed leur donne son objectif. S'entraîner jusqu'à ce qu'ils puissent faire ce joli son quand ils le veulent. L'histoire change alors pour Luna. Elle entend parler de la tentative d'assassinat du protagoniste. Elle sait que Mill et Anne sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Mais elles ne sont pas assez stupides pour l'attaquer dans le château de la tempête. Si le patriarche découvrait cela, leur vie serait en danger. Sa servante se demande si Jin a pu mentir à Luna auparavant. Il est possible qu'il ait été encore jeune à l'époque. Et, durant les 5 dernières années, ils n'ont trouvé aucun vestige de ce plan d'assassinat. Luna se rappelle à quel point il était prudent autour d'elle. Mais quand elle pense à son visage, elle sait qu'il disait la vérité. Ainsi, Luna ordonne à sa servante de continuer à observer les mouvements de Mill et Anne. En même temps, elle commence à se demander ce que Jin prévoit, surtout après avoir rappelé son propre temps avec les pierres chantantes. Le lendemain, McPen a resté debout. C'est l'entraînement le plus difficile qu'il ait jamais affronté. Jin observe toute la session. Il avait tort de penser qu'il s'agissait de talent physique. Le vrai but est de construire de l'aura. Il a besoin de plus pour compenser son manque de force brute. Il essaie de garder son calme. C'est difficile, mais pas impossible. Les jumeaux Tona y sont parvenus dans leur ancienne vie. Jin étudie les trois pendant qu'ils luttent. Jim s'améliore clairement, plus vite. Il pourrait même battre le record de Luna avec les pierres chantantes. À la fin, les jumeaux Tona sont complètement épuisés. Jim respecte encore leur résistance. Quant au protagoniste, son oncle est presque irrité que le plus jeune s'avère être un véritable talent. Peu à peu, Jade devient le plus grand fan de son neveu. Un mois passe et la classe intermédiaire reçoit enfin ses premières missions. Une équipe est désignée pour protéger le recrue de la guilde des forgerons, Mint. Chaque faction reçoit une tâche. Puis vient le tour de Jin. Son groupe de 10 cadets est ordonné de tuer 25 orques. C'est presque le double de leur nombre. Pour des novices, c'est une mission brutale. Certains d'entre eux pourraient ne pas survivre. Les autres factions se moquent de l'équipe de mecs. Comme il l'attendait, Mesa interrompt la discussion. Il dit à son groupe de garder leur fierté en tant que voile de l'anneau. Ils n'ont pas l'option de choisir leur mission. La seule réponse est de la compléter et de faire taire tous les autres après leur victoire. Lors de l'entraînement, Daytona frappe une pierre chantante avec force. Elle explose immédiatement. Jim évite à peine l'explosion et est irrité. Ces idiots ne regardent même pas où ils s'entraînent. Les jumeaux Tona continuent d'exploser leurs pierres, mais quelque chose de différent se produit pour lui. Ses sens s'affûtent tant qu'il peut sentir le danger s'approcher de loin. Maintenant, il est sûr qu'il peut éviter les fragments d'acier si une pierre explose. Il commence à se demander si cela se relie à l'entraînement de la vision mentale qu'il a fait avec Luna, et il veut le tester à nouveau. Mais Jed arrive soudainement avec des nouvelles au sujet de leur mission. Les jumeaux Tona sont furieux d'apprendre que la leur implique une cérémonie avec l'Empire Vimat. Cela ne les met pas réellement en danger, mais ce sera épuisant. Jade leur dit que chaque mission compte, peu importe à quel point elle semble sans intérêt. Des guerriers forts de nombreux lieux seront là, y compris les voiles de l'anneau. Il veut que les jumeaux voient avec quoi ils ont affaire. La mission de Drunga est complètement différente. C'est une mission spécifique. Il doit tuer l'amant bien-aimé de Tlaris. Le palais secret est la tour géante gouvernée par des chefs puissants. L'actuel dirigeant est Talaris, avec Dorma, une femme connue pour ne montrer aucune miséricorde à ceux qui blessent que ses amants. Drunga laisse clairement entendre combien cette mission est dangereuse. La cible du protagoniste est Alvaro, un homme protégé par les agents du palais secret. Normalement, un travail comme celui-ci irait au chevalier gardien, ce qui choque Retona et Daytona. Jin est intéressé. Il demande si la famille Alcaro-Xander veut vraiment qu'un de ses propres membres meure. Zed explique qu'ils ont essayé plusieurs fois de ramener Alcaro et protéger les secrets de la famille. Après avoir échoué, ils ont finalement ordonné sa mort. Le Mac accepte sans hésitation. Même Jed est choqué. La mission est bien au-delà de son niveau. Pourtant,
Jed décide de l'accompagner. Il donne à tous les 3 garçons 3 jours avant le départ. Les jumeaux Tona sont vraiment inquiétés pour Jim. Ils savent à quel point cette mission est mauvaise. Ils lui disent de révéler qu'il s'agit d'une bougie errante, pensant que cela peut le sauver. Il est honnêtement surpris par leur inquiétude. Alors il touche la pierre chanteuse parfaitement, émettant une note douce et claire. Il l'a déjà maîtrisée. Quand il reviendra, les jumeaux Tona n'auront d'autre choix que de rester à ses côtés. Même Jed pense que suivre le protagoniste serait le moyen le plus intelligent de rester en vie. Quand le jour de la mission arrive, le protagoniste se dirige vers la zone dangereuse. Muhammad Lolis utilise un léger déguisement pour cacher qui il est. Alors que sa faction devrait chasser les monstres, ils ne savent toujours pas qu'ils vont affronter 25 orques. Le groupe entier semble misérable. Certains ont déjà perdu espoir. Giles dit qu'il reviendra vivant, peu importe ce qui se passe. Dilly trouve leur inquiétude pour lui quelque peu adorée. Mukao essaie de se vanter d'être le puissant dragon noir, sans réaliser que pour l'instant, il n'est qu'un chat stupide. Le mec dit à Gil de profiter de sa pause pendant qu'il est dehors. Elle s'inquiète parce que Mamet est un endroit mortel, mais il promet de revenir et s'en va. Mamet est rempli du pire type de criminels, des gens pleins de poison et de cruauté. Jean arrive prêt à les éliminer. Les locaux n'ont jamais entendu parler de lui auparavant, mais il entre comme s'il était le propriétaire de tout. Un bandit se demande même s'il est secrètement un chevalier à 9 étoiles. L'homme essaie de lui donner une leçon sur le fonctionnement du pouvoir là-bas, mais il n'est pas intéressé par des paroles futiles. Le protagoniste plante sa lame dans la tête de l'homme. L'atmosphère devient glaciale. Personne ne pleure le bandit mort. Tous sont des monstres. Pourtant, comme son maître lui a appris, le protagoniste fait clairement savoir qu'il n'est pas quelqu'un à tester. Le remerciant pour ce conseil, il prend calmement la boisson, sans se soucier du poison. Il jette l'argent et commence à manger. Quand le barman lui demande s'il cherche quelqu'un, le mec dit que oui et pose des questions sur l'histoire. La réponse est non. Personne avec ce nom n'est en ville. Jean demande alors où il peut rester. Le barman pointe vers le Moonlight Well, une auberge sécurisée utilisée par les personnes importantes de Mamet. C'est un endroit chic et, comme Alcaro a grandi dans la richesse, il choisirait naturellement un endroit pareil. Au fond, il n'est qu'un fou dominé par le plaisir. Il est encore ici parce qu'il veut l'attention de la gouvernante, mais elle a déjà perdu tout intérêt. Cela le laisse se cacher dans le seul endroit où il peut encore se sentir en sécurité et diverti. Alors, Jim déduit qu'Alcaro doit être fortement protégé avec des gardes autour de lui. Il reste dans le hall pour observer et planifier. Avant longtemps, il voit Alcaro discuter avec ses propres hommes. Il refuse de le laisser marcher seul, mais Alcaro se soucie uniquement de poursuivre ce qu'il désire. Il menace même leur vie. Puis, un garde le met finalement hors de combat avec un fort coup de poing. Ils en ont clairement assez de s'occuper de cet idiot obsédé. Chacun des gardes d'Alcaro est d'au moins niveau 6 étoiles. Le tuer n'est pas la partie difficile. S'échapper ensuite l'est. Le poison ne sera pas facile à utiliser à ce moment-là. Une attaque directe est impossible avec ses gardes à proximité. Jean est coincé jusqu'à ce qu'il trouve la réponse parfaite. Le lendemain, Cyrus et Dorna, la fille de la gouvernante, entendent que 6 hommes surveillent Alcaro, un homme qu'elle voit déjà comme un complet imbécile. Elle est si fatiguée qu'elle pense à le tuer elle-même. En s'approchant de l'auberge, un immense éclair frappe et explose l'endroit. Au lieu de paniquer, Cyrus devient enthousiaste. Quelque chose de plus grand se passe. Le plan de Jean était simple mais intelligent. Il utilise de la magie puis la renforce avec la force des ombres. Cela lui permet de créer un sort de 6 étoiles assez puissant. Pour faire croire à tous qu'un puissant mage avait attaqué, personne ne se douterait d'un enfant. Surtout depuis que Very Jean Apple vient d'atteindre la magie à 6 étoiles. Il avait aussi besoin que l'attaque semble venir de l'extérieur. Alors, la foudre était le meilleur choix. Utilisant la force des ombres, le protagoniste lance un sort de foudre. Le grand impact se produit avant que quiconque puisse réagir. Immédiatement, tous supposent qu'un sorcier est derrière cela. Cyrus comprend rapidement la gravité de la situation. Même si ce déchet d'Alcaro meurt, elle veut toujours protéger son peuple. Mais quand ils entrent, un autre éclair utilise la cargaison pour se retirer. Maintenant, ils commencent à se demander si les mages de la Tyrolienne se vengeaient du palais secret. Puis, un troisième éclair s'abat. Cyrus espère qu'il n'y aura pas de quatrième. Il prie pour que personne n'ait subi trop de dégâts. Mais MC est également gravement blessé. Il a dû supporter la force de son propre sort. Les gardes ont survécu, mais Alcaro est disparu. MC veut terminer le travail tant qu'il le peut. Alors, Syra le repère et essaie d'aider. Elle se soucie peu de sauver Alcaro de toute façon. Elle préférerait le voir mort. En même temps, elle ordonne à son peuple de capturer le sorcier qui a lancé le sort. Il se sent soulagé. Il n'a peut-être pas besoin de tuer Alcaro maintenant que Cyrus et son groupe sont là. Pourtant, les choses deviennent dangereuses si elle découvre qu'il est un roncandelle. Bientôt, les gardes annoncent qu'Alcaro est mort à cause du sort. En tant que fille de Talar, Cyrus prend le contrôle de Moonlight avec aisance. Mais les bandits locaux défient son autorité. Elle répond en les coupant avec sa lame de cristal de glace.
Elle dit qu'elle réparera les dommages si le sorcier visait le palais secret. Mais si la vraie cible était l'un des criminels, elle fera en sorte que tous les impliqués le regrettent. Avec les bandits sous son contrôle, Cyrus se tourne vers l'assaillant. Comme le sort devait venir de l'un des survivants, elle commence à chasser le sorcier. Elle est déjà irritée d'avoir réveillé un ennemi si puissant. Le mouvement lent de Jean l'agace. Elle l'appelle lâche, puis s'occupe de sa jambe blessée. Un service dont une personne ordinaire pourrait se vanter pour toujours. Sachant qu'il ne peut pas lui rendre l'appareil, Cyrus le laisse avec ce souvenir et s'éloigne. Le protagoniste lui fait signe en retour. Puis il adopte une expression sérieuse. Il a accompli la mission et joué son rôle en même temps. Après cela, l'histoire se déplace vers la mission des orques. Mesa et les autres viennent de tuer un orque. Certains commencent à penser qu'ils peuvent accomplir la mission sans perdre personne. Mesa n'est pas si détendue. Il reste encore 7 orques et elle ne veut pas que son équipe devienne négligente. Ce qui l'inquiète, c'est à quel point les orques agissent étrangement. Normalement, ils se déplacent en groupe, mais maintenant chacun est seul. Mesa imagine que la bénédiction de Jean les aide. Pendant que le groupe se concentre sur la mission, Morokana est ravi. Cela devrait enfin le libérer. La raison pour laquelle les orques agissent ainsi est en réalité simple. Morokana a menacé de les tuer s'ils se regroupaient. Ils étaient si effrayés qu'ils ne se regroupaient jamais. Quand même, le chat-dragon grogne qu'il sera probablement entraîné vers d'autres travaux irritants. Au moins, il veut des bandes dessinées comme paiement. Il est heureux que tout le monde soit encore en vie, mais il ressent alors une énergie sombre et terrifiante. Il ne s'y attendait pas. Quelque chose d'énorme vient vers le groupe de Mesa. Le Trocan déploie rapidement une barrière d'ombre que personne ne remarque, sauf Belle. Alors il prend sa véritable forme pour exterminer la créature qui a osé libérer un pouvoir dans sa zone. Des géants de tombeaux devraient être éteints, disparus depuis près de 2000 ans. Morokana ne comprend pas pourquoi un est apparu ici. Puis, il tire un rayon mortel et l'efface avec un pilier d'obscurité. Une fois que tout finit, Morokana ressent l'effort dans tout son corps. Il n'avait pas utilisé autant de pouvoir depuis longtemps, mais il est certain que les mages de la tyrolienne. Ils sont connectés au géant de tombe qui est apparu. Tout cela semble très étrange. Cependant, il n'a pas de problème à le raconter à Dina. Néanmoins, Brocan sait qu'un jour, Mac fera face au clan Zipline personnellement. Ensuite, l'histoire se déplace vers le transfigurateur. Il est stupéfait que son géant de tombe ait été détruit instantanément. Il déteste à quel point cela a échoué. Mais Visco est concentré sur quelque chose d'encore pire. Un dragon d'ombre a tué la créature, presque comme un avertissement, puisqu'elle veut rencontrer les magiciens du Zipline le plus vite possible. Kiran se sent fier lorsque Jean revient après un tel succès. Cela humilie également les porteurs du drapeau. Ils lui ont donné cette mission mortelle. Après que la classe intermédiaire soit libérée, il rejoint ses amis. Il découvre qu'ils ont également accompli leur mission. La plupart des autres chevaliers intermédiaires sont jaloux. Ce Ron Candel de sang pur semble béni d'une chance incroyable. Ils sont bloqués et se moquent de Jean, qui n'est qu'un chevalier à 4 étoiles. Cependant, étant de sang pur, ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre que parler. Ils attendent de nouvelles ordres de sa part et de haine. Quand le protagoniste s'approche d'eux, un sourire aux lèvres, il dit qu'il a tout entendu. Il appelle Kagen, qui admet qu'il parlait dans son dos. Mac dit qu'il sait qu'il n'occupe pas un rang plus élevé que les autres. Cadigno le méprise, en disant qu'il a seulement accompli sa mission par chance. MC ne nie pas que Cadigno est un chevalier à 5 étoiles, tandis qu'il est considéré comme un à 4. Mais au lieu de discuter, il dit à Kadim de le défier et annonce que l'utilisation de l'aura est permise. Kadim saute, convaincu que cela sera facile. Chaque coup vient rempli de colère. Mais il a déjà affronté des ennemis bien plus forts. Il ne se sent donc pas dépassé. Kadim essaie de finir rapidement. Il agit comme le combattant le plus fort. Il bloque, bien que l'aura l'atteigne encore. Malgré cela, il suit désormais le chemin de chaque coup, tous les schémas d'épée possibles. Le protagoniste lit chaque attaque clairement, tandis que Kadin est aveuglé par la colère. Il ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Leurs lames s'entrechoquent. Le protagoniste se prépare à mettre fin à cela. Il traite Kadin de prévisible. Il dit qu'il n'a jamais eu de chance. Kadin attaque avec 3 frappes décisives. Jean neutralise toutes. Puis il déclenche le coup final, une puissante lame d'aura qui détruit Kadim et remporte la victoire. Mec sait maintenant exactement à quel point il est devenu fort. Il a grandi suffisamment pour entrer dans le territoire des 5 étoiles. Depuis le début, il a prévu de faire croire à Kadim qu'il était plus faible. Il voulait que Kadim laisse des failles. Lorsque les jumeaux Tona arrivent, ils sont abasourdis. Mais Jean se soucie à peine du combat et s'éloigne simplement. Plus tard, quand Kajin rapporte ce qui s'est passé, les leaders de sa faction pensent qu'il plaisante. Ils sont choqués. Un si jeune garçon a déjà atteint le niveau de chevalier à 5 étoiles. Tant mille que N comprennent le message hostile qu'il envoie au clan. Ils commencent à préparer des mesures plus sévères pour le renverser lors de sa prochaine mission. Dans tout le clan, les gens chuchotent sur combien il est devenu plus fort.
Seuls les membres les plus talentueux atteignent ce niveau à son âge. Même Jin ne s'attendait pas à une telle croissance. Il n'a pas beaucoup entraîné ses compétences à l'épée en dehors de ses cours spéciaux, mais le progrès dans un domaine fait avancer les autres. À mesure que la Shadow Force s'améliorait, son flux d'aura et de mana augmentait aussi. Dans le clan, il est le seul à maîtriser les trois. De retour au 4e, Jin remarque des fleurs qu'il n'a jamais vues auparavant. Il les laisse tranquilles, car elles ne semblent pas dangereuses. Une chose est claire, après son dernier exploit, ses frères seront encore plus désespérés de se débarrasser de lui. Joshua en fait partie. Depuis que Luna a renoncé à devenir patriarche, il est le suivant dans la ligne pour le trône. Joshua tente de renforcer sa position dans le clan avec l'aide de sa mère. Au début, le protagoniste voulait cacher à quel point il était devenu fort, mais il a changé d'avis. Bientôt, tout le monde saura ce qu'il a accompli. Pourtant, il ne fait pas étalage de lui-même. Ce que Jin veut vraiment, c'est que son père le remarque. Jin n'a jamais été totalement heureux avec Joshua. Il voulait Luna, mais elle a abandonné, malgré son grand talent. Après que Luna se soit éloignée, Joshua est devenu le choix suivant. C'était avant que Mac ne commence à prouver qu'il pouvait aussi mériter le trône. Il sait que son père le mettra à l'épreuve avec quelque chose de brutal. Il peut même protéger le protagoniste personnellement jusqu'à ce test. Ainsi, personne ne pourra le tuer en premier. Grâce à l'intérêt de Kadin, le protagoniste peut survivre aux attaques de ses frères. Un banquet sera organisé à son retour. Shin s'attend à quelque chose de grand. Quelques jours plus tard, des invitations commencent à arriver des clans du monde entier. MCA était laissé seul, pour l'instant. Les porteurs de la bannière ne veulent pas de problème pendant qu'il reçoit de l'attention. Cela ternirait le nom de Run Kendall. Alors, Petrov entre en courant avec des nouvelles sur la prochaine mission de Mackay. Leur mère est furieuse, dégoûtée par ce que ses enfants ont fait. Ils l'ont envoyé directement à la mort, avec une mission sur le territoire de Zephyr. Alors, il entre personnellement. Combat. Ren et Vigo regardent leur frère cadet. Rosa annule immédiatement la mission, ruinant le plan d'Anna et Mil. Elle les critique pour avoir essayé ouvertement d'envoyer leur propre frère à la mort. Mil et Anne réagissent avec hostilité ouverte, agissant comme si cela n'était pas un grand problème, mais elles sont sur une glace mince. La compétition a toujours été permise dans la famille. Tous ont subi un entraînement rigoureux dans la classe intermédiaire. Rosa admet que ce type de compétition était nécessaire, mais ni Mil ni elle ne sont devenues des chevalières de 5 étoiles si jeunes. Jin est simplement différent. Rosa n'a pas l'intention de perdre un talent comme lui à cause de leur jeu. Lanta, Ra et Vigo sont également punis d'être impliqués. Ils doivent rendre des épées précieuses au clan. Rosa prévient qu'elle prendra toutes les épées qu'il possède s'il résiste. Après tout cela, elle attend la réponse du protagoniste. Elle veut voir s'il acceptera la punition en silence ou s'il la manipulera à son avantage. C'est sa façon de tester sa volonté. Jin prend la parole et dit qu'il acceptera la mission. Rosa est surprise qu'il accepte quelque chose d'aussi dangereux. Jin parle à nouveau. Le territoire de Zephyr est mortel, mais Mac croit toujours qu'il peut gagner. Il dit qu'il est heureux d'accepter la mission que ses chères sœurs lui ont préparée. Il les remercie même de lui donner une tâche qu'il peut gérer. Rosa se moque de son acte courageux, mais l'adolescent de 15 ans argue que changer la mission maintenant nuirait à l'image du clan. Rosa n'accepte pas cela. Elle sait qu'il est utilisé. Pourtant, c'est exactement ce que Jin veut. Il ne peut pas encore battre ses sœurs de front. Alors, il prévoit de les écraser en réussissant là où elles espéraient qu'il mourrait. Rosa l'avertit toujours de ne pas prendre cela à la légère. Jin accepte d'y aller, mais seulement s'il peut récupérer les épées de ses frères en revenant. Rani et Vigo lui offrent même une épée maintenant pour l'empêcher de prendre une mission aussi risquée. Il ne fait pas confiance à cet acte. S'ils voulaient vraiment aider, ils auraient arrêté Mil et Anne en premier lieu. Rosa accepte ces conditions. Elle s'inquiète que le protagoniste puisse un jour devenir comme Luna, mais pour l'instant, elle est satisfaite de son changement. Alors que la réunion se termine, Anne se moque de lui, disant qu'il a seulement eu de la chance jusqu'à présent. Elle dit même qu'elle pourrait envoyer ses propres esclaves pour s'en débarrasser. Dinos les ignore et prévoit de les faire taire en revenant vivants. Les chevaliers de la classe intermédiaire de sa faction sont les mêmes, les punks qui ont embêté Mac depuis le premier jour. Kaju Romero en fait partie. Il ne montre pas de méfiance, mais sait qu'ils attendent une chance de le tuer. La mission est d'entrer et de voler des reliques. Jin le sait grâce à sa vie passée. À l'époque, les sorciers cherchaient aussi une relique spéciale. Ici, un miroir secret. Un journaliste a un jour révélé des détails à ce sujet à travers des rapports et des témoignages du peuple de Colan. Cette source magique est assez puissante pour élever l'humanité de quelqu'un à 7 étoiles. Cela permettrait aux Ifles de construire une armée redoutable. Dans cette ligne du temps, elle n'a pas encore été trouvée. Jim souhaite que cela reste ainsi. La relique est dans le 3e dépôt, sous la garde et le fiel. Ils doivent faire attention au sort de sentinelle là-bas. Cadion Romero offre un soutien total, mais le protagoniste sait que c'est faux. Le groupe de Cadion dit qu'il devrait voyager de manière efficace.
Cependant, Jin n'a pas envie d'être sympathique. Il met des drogues sédatives dans leur nourriture. Ils s'évanouissent sur le champ. Pour lui, il était clair qu'il planifiait de le tuer depuis le début. Alors, il continue pour accomplir la mission tout seul. Le Mac attaque immédiatement. Il esquive les attaques ennemies. Après avoir mis à terre 2 gardes de bas niveau, il vérifie la serrure de l'avion. Il l'ouvre facilement et trouve un cercle magique au sol. Les rumeurs disent que seules certaines lignées sanguines peuvent utiliser de tels cercles, mais cette règle s'applique principalement aux démons et aux humains. Jim tranche la main d'un garde vaincu pour prendre le sang dont il a besoin. Il pourrait utiliser le sien, mais cela laisserait des traces. Le cercle s'active quand le sang le touche. Ensuite, il réagit de manière incorrecte. Même avec le sang du garde, Jim se rend compte que les ennemis qu'il a vaincus n'étaient pas des personnes normales. Ce sont des monstres. Il recule et les frappe avec magie du vent. Il voulait cacher son mana, mais ces créatures le forcent à utiliser de la magie. Il enfonce sa lame dans l'une d'elles d'un coup net, mais cela le projette encore en arrière. Ensuite, le protagoniste sort la lame sacrée et la paire déformée recule. Il se régénère de manière folle. Jin est sûr que ce ne sont pas des démons normaux. Ils étaient humains il y a quelques instants. À Zifel Land, entouré de sorciers, cela ne peut signifier qu'une chose. Quelque chose de pire se passe. La réponse est évidente. Ce sont des golems biologiques. Cela signifie que les Ifles utilisent le peuple de Kolen comme cobaye. Ces choses y sont seulement au niveau d'un chevalier de 4 étoiles. Donc, le Mac peut s'en occuper. Il vise le noyau, leur point faible. Mais même en lui enfonçant un coup dans la tête, ce n'est pas assez. Cela ne fait que rendre le monstre plus furieux. Il perce son abdomen ensuite, mais cela ne le fait toujours pas tomber. Le véritable point faible est le cœur. Jin finit par tuer le golem, éprouvant de la peine pour l'humain transformé en cette chose. Il abat le deuxième de la même manière. Avec les 2 monstres terminés, ce qui reste de l'humain demande à mourir. Il accorde cette demande. Maintenant, il est certain qu'un mal extérieur transforme des innocents en monstres sans esprit. La vérité sur les Ifles l'emplit de colère. Il se demande, même si ses sœurs étaient au courant. Malgré cela, Jin continue. Il n'a toujours pas le pouvoir réel d'arrêter les Ifles, mais créer des golems biologiques est interdit. La preuve pourrait sérieusement le blesser plus tard, alors il garde les rares preuves qu'il a. Les sorciers ne se sont pas encore précipités pour attaquer, ce qui lui indique qu'il s'agit vraiment d'un simple dépôt. À l'intérieur, le protagoniste trouve des reliques sur la protection magique. Il doit d'abord briser les sorts. Au début, il envisage de les défaire un par un, mais après avoir vu les golems, il cesse de s'en soucier. Mélangeant la force des ombres avec la magie de la flamme, il fait exploser tout l'endroit pour laisser un message aux Ifles. De retour au château Run Candle, Luna donne des gifles à Mew. Elle est furieuse qu'ils aient envoyé Jin dans une mission qui aurait pu le tuer. Elle demande s'ils ont perdu la tête à tel point qu'ils commencent une guerre avec leur propre frère cadet qui n'est même pas encore un porte-bannière. Elle leur ordonne de ressentir de la honte. Il rétorque que Luna ne devrait donner de leçons à personne, étant donné qu'elle ne s'est jamais souciée du grade depuis le début. Luna révèle calmement que le Mac a accompli la mission. Il a récupéré les reliques et s'est déjà rapporté à Rosa. C'est pourquoi Luna les traite d'idiots. Ils ont juste rendu Jim encore plus impressionnant. Avant de les renvoyer, elle prévient qu'il est du genre à se venger au centuple. Elle est sincèrement inquiète qu'il puisse les détruire un jour. Après cela, Luna retourne dans sa chambre, tandis que sa servante acquiesce. Le protagoniste n'est pas quelqu'un qui oublie une blessure. À ce rythme, il surpassera ses sœurs et pourrait même les tuer. Luna demande alors qui a réellement ordonné la mort de Mac. Elle ne croit pas qu'Anne ou Mill soient derrière quelque chose d'aussi extrême. Ce n'étaient pas les jumeaux. Tona se tourne aussi vers Joshua, Diffus et les autres, mais, en raison de leur statut, ils ne peuvent pas être facilement enquêtés. Donc, Luna décide d'attendre la rapide montée en puissance de Jin. C'est une autre raison pour laquelle elle n'est pas très inquiète. Et maintenant, il est finalement de retour chez lui. Elle est presque en larmes, effrayée de l'avoir presque perdu. Elle se soucie suffisamment pour risquer sa vie pour la sienne. Il remet son rapport encore une fois, faisant semblant que l'aide extérieure était impliquée. Ensuite, il montre aux autres le cœur du golem, comme preuve de ce qu'il a trouvé. Hacker dit que le protagoniste a survécu uniquement par pur hasard. Cependant, même lui est troublé d'apprendre que les golems étaient faits d'humains. Cela fait que Moroccan s'inquiète encore plus pour les E-Fields. Il est sûr qu'ils sont derrière ses créations. À cause de cela, il insiste pour aller avec Jin aux terres Collant. Il a un très mauvais pressentiment à ce sujet. Massey ne veut pas y retourner, mais avoir Moroccan avec lui rend tout beaucoup plus sûr. Il commence aussi à réfléchir à une raison d'entrer à nouveau sur le territoire de Sappho. Les 3 punks que le protagoniste a finalement renversés sont revenus après la mission, mais le clan les a rapidement expulsés. Après cela, Jin a continué à s'entraîner et a complètement maîtrisé les pierres chantantes. Ensuite, Kiran lui dit d'arrêter de travailler avec les cadets pour l'instant. La semaine prochaine, Mac doit rencontrer le patriarche. Les jumeaux Tona sont abasourdis. Ils pourraient être nommés porte-drapeau de réserve d'abord, avant que le clan ne le fasse officiellement. Le protagoniste est enthousiaste. Dès qu'il pourra bouger seul, il sera encore plus fort. En même temps, le patriarche voyage avec son groupe.
Une nuit, il dit qu'ils arriveront au Jardin des Épées dans environ 2 heures. Le patriarche mentionne que son plus jeune fils, né si tard dans sa vie, continue de le tirer de l'entraînement. Il avait l'intention de rester en mer Noire pendant 10 ans, mais Jin change toujours cela. Ensuite, il demande combien de fois cela est déjà arrivé. Nathan dit qu'il savait que Mac était spécial au château tempétueux, juste pas aussi spécial. Ce que Mac a fait au Jardin des Épées l'a vraiment surpris, surtout la volonté farouche du garçon de se battre. Il ajoute que, bien qu'il était jeune lorsque Nathan l'a rencontré au château tempétueux, ses yeux reflétaient un profond regret. Jin a essayé de cacher cela, mais Nathan l'a quand même vu. Il se souvient du protagoniste provoquant ses frères au moment où il est arrivé au Jardin des Épées. Pour Nathan, cela n'était pas un comportement enseigné. Mac comprenait naturellement comment écraser ceux contre lui. Nathan dit qu'il a aussi l'instinct d'un tueur né. D'autres l'ont remarqué et ont continué à le mettre en mission mortelle, mais il a survécu chaque fois et est devenu un guerrier 5 étoiles. Ce qui intéresse le plus Knight, ce ne sont pas Mammoth ou les ruines de Kellen, mais la première mission du protagoniste. C'était lorsque Mac a combattu un guerrier loup blanc 1 à 1. United espérait qu'il se cache derrière ses hommes, mais Jin a triomphé par sa propre force. En faisant cela, il a prouvé qu'il signifiait chaque mot qu'il avait dit depuis le début. Alors, Knighten demande si le patriarche croit vraiment qu'il a battu ce guerrier seul. Le patriarche dit que oui, bien qu'il ne soit pas complètement seul. Pour être exact, il appelle le protagoniste « enfant intéressant ». Il dit qu'il lui posera plus de questions quand ils se rencontreront. Peu de temps après, le groupe arrive au palais. Rosa attend à l'entrée et dit qu'il l'attendait. Il salue et fait des compliments sur son travail acharné. Elle répond modestement. Elle dit qu'elle a elle-même géré la plus grande partie. Elle ajoute donc qu'elle n'a pas fait grand-chose. Il répond que si ses enfants adultes pouvaient vraiment gérer les choses seuls, ils n'auraient pas eu besoin de quitter la mer Noire. Il souligne également que les invités d'aujourd'hui observent tout de près. Il se demande si cela ne compliquera pas les choses pour les enfants. Rosa acquiesce et l'invite à entrer. Elle dit qu'elle a préparé son plat préféré. Il sourit et la complimente. Il dit qu'il est impatient de le déguster. Une fois à l'intérieur, le patriarche remarque les 2 épées que Jin a avec lui. Il appelle Anne et Vigo. Ils répondent immédiatement. Il demande si ce sont bien les épées qu'il a laissées en cadeau aux plus jeunes. Vigo explique que le Hemk les a en fait volées. Ils ont seulement accepté qu'il garde les épées s'il accomplissait la mission dans les ruines d'Aklan. Le patriarche donne une tape amicale sur l'épaule de Vigo. Il dit que tout va bien, mais la prochaine fois, il doit rendre ce qu'il a volé. Le plus jeune, rusé, avec un sourire, plaisante. Il se demande parfois si Jin est vraiment son fils. Plus tard, le patriarche est à ses côtés, près d'une fenêtre. Il lui demande si c'est son premier banquet. Il dit que oui. Dans sa vie précédente, il avait assisté à quelques banquets organisés par d'autres familles grâce à son professeur. Mais c'est le premier organisé par la branche Roncandel. À l'époque, lors des rares occasions où des banquets étaient organisés, il se cachait. Il avait l'impression de ne pas appartenir. Maintenant, il est aux côtés de son père, comme l'invité d'honneur. Le patriarche lui dit que sa famille organise presque jamais de banquets. Ils ne le font que pour des événements qui valent la peine d'être célébrés. Cela signifie que les réalisations de Jin comptent beaucoup. Le protagoniste le remercie pour cela. Ensuite, le patriarche demande combien d'invités le Mac pense être présent. Le Mac estime environ 1000. Le patriarche confirme. Ils ont entendu qu'il y a environ 1000 invités ce soir, ce qui est environ 200 de plus que le dernier banquet. Il y a 7 ans, il demande ce que cela signifie. Il dit que cela montre que le pouvoir de la famille Roncandel a augmenté en 7 ans. Il ajoute que, bien que d'autres maisons puissent aussi rassembler 1000 personnes, chaque invité ici aujourd'hui a vraiment du statut. Le patriarche explique que la famille a continué à croître, tandis qu'il a passé 7 ans à seulement entraîner et chasser des bêtes démoniaques dans la mer Noire. Même en isolement, son influence a grandi. Parce qu'il est le seul chevalier, Génésis de cette ère. Mais cela signifie aussi que, s'il disparaissait, la plupart des personnes présentes aujourd'hui pourraient s'éloigner de la famille Roncandel. Fin dit que c'est vrai. Sans son père, leur maison ne conserverait presque pas le même pouvoir. Roncandel est l'une des 2 grandes familles, aux côtés de Zippel. Mais si son père disparaissait, le manque de force militaire augmenterait rapidement. Alors, la famille Zippel prendrait probablement l'avantage. Le protagoniste dit que, si l'absence de son père seul pouvait faire abandonner les gens à la famille, la laissant exposée aux Zippel, alors il désavouerait la famille. Le patriarche est pris au dépourvu. Le protagoniste explique que si Roncandel s'effondre à cause de l'absence d'un homme, cela prouve seulement que le prochain patriarche est incompétent. Il dit qu'il n'a pas l'intention de mourir sous un leadership faible. Ensuite, il demande quelle faiblesse la famille a.
Le patriarche demande quel type. Idine explique qu'en échange de la restitution de l'épée qu'il a prise à Vigo, il a eu accès au registre de commission de la famille. Ceux-ci ne peuvent être consultés que par les porteurs de la bannière. Avec cela, il a découvert que le chef de la famille Vera a trompé l'empereur. Il a volé des trésors impériaux et est venu à ce banquet sans honte. Il a aussi vu que la famille Vera a récemment demandé à Roncandel de tuer les mages Zipple. Il a trouvé un autre cas aussi. La fille de Harold a vendu ses trésors de famille pour financer son addiction au jeu. Elle a demandé à Roncandel de les récupérer, mais elle n'a pas encore payé les frais. Le protagoniste dit qu'avec un rapide coup d'œil, il a déjà trouvé de nombreuses façons de faire pression sur les gens. Ces registres ne sont qu'une petite partie des outils secrets. Disponible pour la famille, le patriarche demande si le protagoniste veut dire que Roncandel pourrait encore survivre sans lui. En utilisant ce que ces enregistrements contiennent, il dit que, si le prochain leader n'est pas un chevalier Genzis, alors la survie de la famille dépendra de la capacité de ce nouveau patriarche à gérer les gens. Le patriarche acquiesce, mais dit que Roncandel n'est pas la seule maison avec des points faibles. Le Zipal en a aussi beaucoup. Le protagoniste dit qu'il est sûr que c'est vrai. Mais les Zipol ne pourraient jamais utiliser ces méthodes de la même manière que Roncandel. Quand son père lui demande pourquoi, le protagoniste répond que jouer le rôle du vilain est la mission de Roncandel. Malgré cela, si le prochain patriarche ne sait pas utiliser ses armes, même en ayant tant entre les mains, Jim dit qu'il laisserait la famille de côté sans réfléchir à deux fois. Après cela, il se préparerait pour la revanche contre Zipple. Peu importe combien de temps cela prendrait. Le patriarche rit, disant que la revanche n'est pas une si mauvaise raison pour rester en vie. Il pense à la façon dont ses autres fils ne parleraient jamais de la chute de Roncandel devant lui. Ils feraient des éloges ou se plaindraient, mais il dit exactement ce qu'il pense, calmement et sans peur. Le patriarche ressent que c'est dommage que le protagoniste soit né si tard. Le protagoniste a le talent de Luna, le côté sauvage de Mary et son propre esprit de combat. Il croit qu'il a 10 ans, au maximum 15, pour protéger le siège du patriarche. Peut-être que cela sera suffisamment long pour voir si le plus jeune renverse toute la ligne de succession. Puis il change de sujet, disant que la plupart des invités doivent déjà être là. Il est temps d'entrer. Le protagoniste hoche la tête. Le patriarche ajoute qu'il veut lui parler à nouveau après le banquet, alors il doit attendre qu'on l'appelle. Pendant qu'ils avancent, le protagoniste pense à ce que signifie devenir un porteur de drapeau de réserve. Il semble qu'il devra quitter la famille un moment. Après le banquet, avec la célébration durant 4 jours, l'attente semblera longue. Juste alors, Heinz court et appelle le patriarche. Le patriarche demande ce qui s'est passé et Heinz dit que des invités inattendus sont arrivés. Ils sont venus sans prévenir auparavant. Le patriarche se demande qui aurait l'audace de se présenter sans invitation. Heinz dit que c'est la famille Zipal, 5 d'entre eux, y compris André et 4 autres. Le patriarche claque la langue, traite André de fou, grossier et ordonne à Heinz de dire à André de s'éloigner, permettant seulement au reste de la famille d'entrer. Mais il dit de ne pas transmettre ce message en personne. Les serviteurs peuvent le faire. Heinz s'incline et sort. Jim pense qu'André a définitivement été grossier, mais humilier le second en commandement du Zipal à la porte est un énorme affront. Le patriarche demande au protagoniste s'il pense qu'il a été trop loin. Le protagoniste dit que non, si quelque chose était satisfaisant. Il pense que si André perd son calme et sort furieux avec ses parents, il rejettera la permission du patriarche pour le reste de la famille Zipal d'entrer. Ce genre de choses n'est pas permis dans le jardin des épées. Comme le protagoniste l'espérait, il croit qu'André Zipal obéira ou sortira sans ses jambes. Il s'avance, disant qu'il est temps de commencer le banquet. Un peu plus tard, le patriarche se tient devant les invités, les remercie d'être venus et se présente comme le chef du clan Roncandel. Il dit que ce banquet est possible parce qu'il a été béni avec un fils capable, tardivement. Ensuite, il demande une ovation pour son fils cadet. La foule répond immédiatement. Il dit qu'il n'y a que 2 règles dans un banquet Roncandel. D'abord, si quelqu'un commence une bagarre ivre, les gardiens chevaliers l'entraîneront dans l'arène. Deuxièmement, le perdant doit céder et le gagnant doit se contenir, car c'est toujours un banquet, pas seulement une fête. Il pense que 1000 personnes puissantes de tout le continent sont ici, liées de différentes manières lors d'une réunion commune. Ils échangent des sourires faux et des mots cinglants. Ensuite, retournez chez vous, mais ici c'est le jardin des épées. Tout ici est plus dangereux tant qu'il respecte les 2 règles de son père. Ils ne peuvent pas se tuer. Cependant, ils peuvent encore battre un ennemi gravement. Ils peuvent même conquérir un pouvoir officiel. Le patriarche dit à tous de s'amuser. Il pense encore à quel point ce clan est vraiment étrange. Son père lui dit de s'amuser aussi. Il mentionne même que, s'il aime quelqu'un, il doit l'amener avec lui. Mais il avertit le protagoniste de ne pas défier quelqu'un de plus faible, à moins que cette personne ne l'ait insulté. Le clan Mas comprend. Il ne peut pas se permettre de perdre, sous aucune condition. Quand son père se retourne pour partir, Dino ajoute que c'est évident. S'il perd, il devra tout récupérer. Pas seulement le berceau, mais aussi sa nourrice. Il s'incline et dit qu'il s'en souviendra. Tu réalises que c'est la première vraie conversation que tu as eue avec ton père.
C'est donc quelque chose qui n'aurait jamais pu se produire dans ta vie passée. Cela semble vraiment être une conversation crédible entre père et fils. Mais ce n'est pas ce qu'il veut dans cette vie. Il ne veut pas être affectueux ou proche. Il veut juste surpasser son père, et c'est tout ce qui compte. Plus tard, le protagoniste se joint à la fête. Daytona s'approche avec un autre frère. Daytona le félicite d'être devenu un guerrier 5 étoiles. Il lui demande s'ils peuvent rester avec lui un moment. Jim acquiesce et demande comment se passe l'entraînement avec le Clearstone. Ils disent que ça s'améliore, surtout après avoir changé pour l'arme recommandée par son oncle. Il dit que c'est bien, tout en pensant qu'il peut partir dès que cette conversation se termine. L'autre acquiesce, mais un autre invité s'approche. Il se présente comme quelqu'un du clan Ken et salue également les autres. Daytona dit qu'il doit partir maintenant. Il souhaite bonne chance pour l'entraînement et Daytona le remercie. Le protagoniste dit au nouvel arrivant qu'il a entendu des histoires sur ses exploits courageux depuis qu'il est petit. Cela fait rire l'homme et il dit que le protagoniste le met mal à l'aise. Juste à ce moment-là, Ruger apparaît par derrière et agrippe Mac par les cheveux. Il attire son attention. Il dit qu'il voulait voir le garçon devenu un guerrier 5 étoiles à 15 ans. Puis il plaisante en disant qu'il semble avoir au moins 10 ans de moins et se présente. Le protagoniste répond par une salutation polie. Ruger continue à pousser, demandant si Mac est vraiment aussi incroyable ou s'il essaie juste de le rendre stupide. Il dit qu'il soit poli ou non, Mackay doit se rappeler qu'il est toujours son supérieur dans le monde des arts martiaux. Il affirme qu'il est juste, fier de son junior, et ordonne à Mac de ne pas agir de manière sotte. Jim reste calme et l'avertit d'écouter attentivement. Que vient de faire Ruger? Il a insulté tous ceux qui l'ont traité avec respect, jusqu'à présent. Defia intervient et dit que, si Ruger veut parler de seniorité, il doit être encore plus prudent. Il pointe que les premiers et deuxièmes porteurs de drapeaux du clan Ken, les chevaliers roi dragon et les mercenaires roi noir, sont tous supérieurs à Ruger, car tous l'ont traité avec respect. Ruger aurait dû réaliser son erreur et demander pardon. Daifu dit que cet avertissement suffit, alors il va laisser passer. Un membre du clan Ken intervient, rappelant à Ruger que Jin a sauvé sa vie une fois. Alors, il doit prendre l'avertissement du protagoniste au sérieux. Un autre homme dit que la bouche de Ruger causerait toujours des problèmes et convient qu'il est préférable de s'arrêter ici. Ruger cède finalement et dit que, si son supérieur le dit, alors il doit s'excuser auprès de ses juniors. Il demande leur pardon et espère que Mask l'acceptera. Mask dit que bien sûr, puis Luna se joint à lui et commente qu'il a vraiment un talent pour se faire des ennemis. Ce serait bien, dit-elle, s'il agissait comme un enfant normal de temps en temps. Jim répond qu'aujourd'hui, il représente le clan Run Kendall. Elle admet que c'est juste et trinque son verre contre le sien. Puis Luna lui demande ce qu'il aurait fait si Ruger avait appelé à un duel, puisqu'il semble être au moins un guerrier 6 étoiles. Il dit que le patriarche et les anciens du clan Tuco seraient intervenus. Ils observent depuis un moment. Luna note qu'il avait déjà considéré cela, et elle plaisante en disant que peut-être qu'un professeur secret lui a appris à gérer les gens. Elle dit que garder quelqu'un comme ça près de soi ne serait pas une mauvaise idée. Après tout, si la compétence avec l'épée est la plus importante, quelque chose de plus compte vraiment. Le protagoniste dit qu'elle peut ne pas comprendre, mais en tant que plus jeune fils, détesté de la famille, il a besoin de plus que du talent avec l'épée pour survivre. Luna demande si cela est vraiment vrai. Il semble talentueux et intelligent. Cela pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un a presque essayé de le tuer au château. Storm Shin se demande quel frère a remarqué son potentiel si tôt. Elle dit qu'elle est venue le féliciter, mais que des banquets comme celui-ci ne sont pas son truc. Elle préférerait aller dans un endroit plus amusant. Amk se demande si elle s'en va. Luna dit que oui, il est encore trop petit pour être son partenaire de danse. Elle promet qu'ils danseront lorsqu'il sera plus vieux. Elle l'emmènera dans un bel endroit. Il commence à danser avec elle de toute façon et dit qu'il a hâte. Avant de partir, elle dit qu'elle doit envoyer un message aux autres, tout comme lui l'a fait plus tôt. Il demande ce qu'elle veut dire. Elle l'embrasse et dit que cela fera comprendre à tous combien il est important pour elle. Ainsi, ils réfléchiront à 2 fois avant d'être impolis. Ensuite, elle dit qu'elle le verra plus tard. Il répond de même. Non loin, Bubba dit qu'il est tellement jaloux. Il veut aussi se mesurer à Lady Luna. Il déclare qu'il écrira un poème pour elle ce soir et chantera toute la nuit. Viskel lui dit de se taire, mais Margie demande de ne pas être si dur avec Bubba. Cela pourrait être une question sérieuse, car il a occupé Viskel. Elle a réussi à profiter de cette fête de rencontres en paix. Ainsi, elle dit qu'il devrait montrer un peu de respect pour lui. Bubba est ému et dit qu'il servirait Mademoiselle Margiela avec plaisir. Elle le remercie. Pendant ce temps, Jim a du mal à être l'hôte. Il continue de regarder autour de lui, irrité. Où sont ses hippos? Il doit vraiment les chercher lui-même. À ce moment-là, Sirius s'approche et demande s'il peut partager une boisson avec l'étoile montante du clan Run Candle. Il demande qui elle est. Elle se présente comme Sirius, du palais caché.
Il dit que l'honneur est le sien, sachant qu'elle est la fille du maître du palais caché. Il lui sert une boisson. Cyrus remarque qu'ils ont tous les deux 15 ans et demande comment il a atteint ce niveau de compétence martiale si jeune. Elle dit qu'elle est jalouse de la lignée Roncandel. Le protagoniste répond qu'il voit aussi cela comme une bénédiction, mais que le palais caché est aussi béni. Il ne peut pas imaginer à quel point son maître la valorise. Cyrus acquiesce et dit que son père la valorise énormément. Après tout, elle n'est pas n'importe quel enfant. Elle est sa fille unique. Puis, elle demande si cela a semblé rude. Jean dit en aucun cas. Tout le monde sait déjà qu'il est le plus jeune parmi de nombreux frères. Il admet même qu'il est jaloux par savoir tant de frères peut être épuisant. Cependant, il trouve étrange qu'elle n'ait pas mentionné Mammoth alors qu'il est sûr qu'elle l'a reconnu. Il ne peut pas croire qu'elle ne le reconnaisse pas juste parce qu'il a un peu de cendre sur le visage. Puis, Cyrus dit qu'il a quelque chose à demander. Même dit qu'elle peut parler. Elle interroge sur sa jambe blessée. Il dit que ça va maintenant, grâce à une personne merveilleuse qui l'a soignée, bien qu'il ne sache toujours pas comment la remercier. Traitant la question comme plus indiscrète qu'elle ne l'aurait pensé, Cédric lui demande pourquoi il était dans le puits illuminé par la lune à Mammoth. Elle dit qu'elle mérite une réponse. Jim demande pourquoi elle le penserait. Cédric explique que son peuple a échoué à capturer le terroriste magique, ce qui a beaucoup blessé son orgueil. Cela lui a fait se demander si le jeune qu'il a laissé partir était coupable. Le protagoniste répond en demandant ce qu'elle veut dire par magique. Il est un Roncandel. Il semble vraiment suspect. Rappelle-lui qu'elle connaît bien son clan. Cédric dit qu'elle ne pense en fait pas qu'il soit coupable, mais si jamais il était en mission Roncandel et engageait un magicien, pourquoi ne pourrait-il pas le faire seul? Ce serait un problème. Elle a dit que les seules personnes à l'auberge qui pourraient importer pour Roncandel venaient du palais caché. En tant que capitaine des 7 épées, elle ne peut pas ignorer cela. Massé réalise qu'elle suppose qu'il était derrière le palais caché. Elle n'a pas tout à fait tort. Il a effectivement blessé certains d'entre eux en essayant de tuer au carreau, mais cela ne prouve rien. Il appelle cela une conjecture. Elle demande s'il prévoit de nier cela pour toujours. Alors, elle dit que, bien, elle s'occupera du sujet à sa manière. Sa réponse est simple, l'attirer dans l'arène, le vaincre et lui cracher au visage. C'est un duel. Jim dit que son père lui a dit de ne jamais se battre avec quelqu'un de plus faible, mais comme elle insiste, il accepte. Plus tard, il arrive à l'arène. Un soldat lui demande s'il est là pour un duel, et il dit que oui. Alors, il ordonne à tout le monde de partir, sauf au médecin, et demande 2 bonnes épées. Le soldat acquiesce et prévient que l'arène sera scellée jusqu'à ce que le combat se termine. Le protagoniste évalue que, après minuit, des amateurs de combat et des curieux commenceront à arriver. Comme Cédric est la fille du maître du palais caché, la vaincre devant une foule serait très dur. Avant de commencer, elle veut une promesse. Jim demande quel genre. Si elle gagne, il devra dire exactement ce qui s'est passé à Mammoth ce jour-là, sans mensonge. Il accepte, mais s'il gagne, elle doit agir comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés ce jour-là. Elle dit qu'il a clairement quelque chose à cacher. Ensuite, elle lui demande de venir. Il attaque en premier, mais elle répond instantanément par un coup rapide d'épée. Immédiatement, il reconnaît une technique de la famille Indorma, des lames de glace innombrables. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle utilise un art secret si tôt. Mako grogne qu'en tant que plus jeune, il n'a pas encore appris à maîtriser ses propres compétences secrètes. Cela le met dans une mauvaise position. Pedro dit que ce n'est pas son problème. Elle avance vers lui et le combat commence vraiment. Elle peut percevoir qu'il est vraiment un guerrier de 5 étoiles. Au début, il semblait à peine bloqué, mais plus ils se battent, plus ses vraies compétences apparaissent. Malgré cela, elle pense qu'une étoile n'est pas impossible à surmonter. Si elle utilise la 3e forme des lames de glace innombrables, elle sait qu'elle est plus faible et a moins de résistance. Donc, elle ne peut pas prolonger cela. Dès qu'il commencera à lire ses mouvements et à chercher un contre-attaque, elle changera de stratégie et finira rapidement. Jim, quant à lui, juge que Cédric pourrait être un chevalier de 4 étoiles avec des lames de glace innombrables. Mais dans les attaques et défenses directes, elle est en dessous de lui. Il réalise qu'elle est sur le point de forcer un point de retournement avec un grand mouvement. Ce sera probablement son art secret, mais il ne comprend toujours pas à quel point Miriam Iceblades est dangereux. Il pense qu'il pourrait avoir besoin d'une des techniques cachées qu'il a apprises au Storm Castle. Parmi toutes, une se distingue. Cyrus avance, disant que c'est fini. Il lance la 3e forme de Miriam des Iceblades et intercepte avec son épée. Il note que les fragments de glace sont chargés d'aura condensée. Il sourit. Elle voit ce regard et pense qu'il se moque d'elle. Mais elle a déjà libéré l'avalanche, un mouvement si fort qu'aucun prodige de 5 étoiles de 15 ans ne devrait le briser. Pourtant, pour une raison quelconque, elle se sent troublée. Alors, il coupe vers ses yeux, la forçant à dévier et à contre-attaquer. L'explosion soudaine de magie le prend par surprise. Il réalise qu'il a peut-être choisi le mauvais mouvement. Le Stormblade de la famille Atella frappe avec trop de force pour que Cyrus, un 4 étoiles, puisse le supporter. Si elle ne s'était pas déplacée, elle aurait pu mourir ou être gravement blessée. Cependant, il a encore attaqué. Cyrus tombe à genoux, pensant à combien elle désire vivre.
Cette peur la sauve. Elle évite un coup fatal. Jim s'approche et demande si elle va bien, s'excusant de l'avoir presque tuée. Il pense que Cyrus a entendu son avertissement, mais n'a pas encore essayé d'esquiver le Stormblade. Cependant, peu importe à quel point elle est fière ou honorée, elle n'a que 15 ans. Beaucoup trop jeune pour écraser son instinct de survie. Il dit qu'il se serait décalé à sa place. Il est sûr qu'elle lui aurait dit de faire de même. Alors, il suggère qu'il s'arrête ici et qu'il cesse d'y penser. Il espère que cela la calmera. Au lieu de ça, elle prend une petite boîte de médicaments. Elle pointe la coupure sur son visage. « Comment m'as-tu sauvé ?» dit-elle. « Je vais te récompenser en soignant ça. » Jean demande si elle ne valorise pas sa vie à bon prix, surtout en étant l'unique héritière du Ice Palace. Elle répond que c'est la vie qu'elle a un jour suppliée. Maintenant, elle va à nouveau lui accorder de la valeur. Il n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle pendant qu'elle s'éloigne. Cyrus a dit qu'ils devraient traiter aujourd'hui comme leur premier rendez-vous. Elle le reverra demain.